Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du podcast Média Sorare. Média Sorare, c'est un site d'actualité qui diffuse des articles, des analyses ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour ceux qui désirent se lancer ou s'améliorer dans le jeu. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Julien Telouk, animateur sur Game One et Fun Radio, qui est venu nous parler de son expérience gaming et de ce qu'il pense de Sorare. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Florian, alias Broso Brasco, créateur de contenu NBA et passionné de foot. Salut Florian. Salut Mehdi. Écoute, merci d'avoir répondu. Ouais, très bien. Merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. Alors, on enregistre. Toi, tu es sur WhatsApp. Donc, tu as un casque filaire sur ton téléphone. Et tu te trouves où ça? En Bretagne, à Brest, la petite pointe tout à l'ouest de la France. Écoute, le hasard qui veut ça, j'étais en contact hier avec un manager Sorare qui a écrit un livre sur Sorare et qui habite à Brest et on s'est appelé hier en fin d'après-midi. Il était en direction du stade pour aller voir Brest-Lille. Donc voilà, et le lendemain, j'ai un Breton comme invité. Peut-être que vous connaissez. Je t'enverrai peut-être ses coordonnées. Vous irez voir peut-être un match ensemble. Alors Florian, Broso Brasco sur Sorare. Est-ce que tu pourrais te présenter avant d'attaquer tout plein de sujets différents? Ouais, bien sûr, pas de souci. Moi c'est Florian, 32 ans, du coup de Brest, comme on vient de dire. Ça va faire 1 an que je suis sur Sorare, on va dire que j'ai repris vraiment Sorare sérieusement. Après, je suis restaurateur dans la vie active, donc chef de rang, maître d'hôtel, on va dire depuis une dizaine d'années. Actuellement en pause depuis 6 mois, après une dernière expérience qui n'a pas été très positive. Et du coup, là pour l'instant, j'aide un peu mon frère sur sa boutique, donc fromage, charcuterie, et je pense me lancer dans un projet pour travailler sur les marchés pendant 1 an dans le secteur de chez moi, du Finistère-Nord. Okay. Voilà. Et dans l'alimentation, je présume. Ouais, voilà, c'est ça. C'est de la charcuterie, du fromage et quelques autres produits, un peu d'alcool breton, des choses comme ça. Et quelles sont tes passions dans la vie? Le sport, déjà, ça c'est la première. Un peu trop, des fois peut-être même. Donc foot, vélo, tennis, basket, cricket, volley. Non, plus sérieusement, foot, basket, tennis en priorité et beaucoup le vélo, mais sur des périodes, on va dire la période des classiques, février, mars, avril et le Tour de France. Essentiellement, c'est cette période de la saison. Et pratiquant sportif aussi? Ouais, pratiquant. Actuellement, je pratique dans mon canapé depuis 1 an et demi, mais j'ai fait quasiment 25 ans de foot, quoi. J'ai commencé de mes 4 ans et j'ai arrêté il y a 2 ans à cause du travail, on va dire. Je pouvais plus m'entraîner. Du coup, le dimanche, c'était un peu compliqué. J'avais que ce jour-là de repos. C'était un choix de vie, quoi, que j'ai fait, même si ça commence à me chatouiller un peu de reprendre. Là. Je dois t'avouer que c'est un petit manque dans ma vie, on va dire. Ouais, surtout si t'es en pause depuis 6 mois, rien ne t'empêche de recommencer, à moins que Sorare te prenne. Ouais, j'essaye d'aller courir, un peu de musculation, mais ça manque de compétition, quoi. L'esprit un peu compétiteur, les matchs le dimanche, c'est quelque chose que j'ai pas réussi à remplacer, mais là je suis en train d'y réfléchir sérieusement. On en discute avec madame, quoi. C'est bien, des bonnes résolutions pour 2023. Et donc, évidemment, quand tu travailles dans l'Horeca, donc chef de rang, donc ça veut dire que tu travailles quand même dans des restaurants assez gastronomiques. Ouais, après ça dépend. Enfin, je suis pas forcément gastronomique, mais quand je dis chef de rang, c'est un peu le poste, on va dire classique après le serveur. Mais on va dire que les dernières années, j'étais plutôt responsable de salle, mais j'étais seul dans les restaurants, quoi. Les dernières expériences que j'ai eues, j'étais tout seul dans des petits restaurants de 40-50 couverts, et du coup je gérais bar, accueil, salle en fait, quoi. Donc c'était plus une évolution personnelle d'avoir plus de responsabilités, on va dire. Au niveau de l'organisation. Du coup, des petites structures où on était 2 ou 3. Bon, on va attaquer Sorare. Alors tu avais dit tout à l'heure que tu t'étais mis un peu plus sérieusement, donc je vois que tu t'es inscrit le 12 mars 2021. Explique-moi un peu comment est-ce que tu as fait connaissance avec Sorare et pourquoi tu as mis du temps probablement à vraiment te mettre dedans. En fait, j'ai mon frère qui touche pas mal à tout ce qui est crypto-monnaie, qui est vraiment attiré par ce milieu-là et qui lui s'est vraiment lancé, on va dire, il y a très longtemps, donc au début du Bitcoin, tout ça,
enfin vraiment au début du lancement, pardon. Et du coup, un jour, il m'a parlé de ce jeu-là où lui avait investi un petit peu et il m'a dit, c'est un jeu qui est fait pour toi, ça va relier tout ce que t'aimes bien, parce que c'est vrai que on en parlera sûrement après, j'adore tout ce qui est jeu fantasy, tout ça, faire la moindre équipe avec un système de points, tout ça m'attire vraiment. Donc du coup, en fait, j'ai commencé à regarder, mais j'avais pas forcément les finances et le temps de vraiment m'y consacrer. Donc j'ai juste survolé le jeu et puis plus tard j'y suis revenu quoi. Et là plus déterminé. Et pourquoi ce délai? Tu observais, t'étais assez frileux ou bien t'avais peut-être pas Ouais, j'ai observé un petit peu pendant 2 mois. Bon c'est vrai que ça coûtait cher parce que moi le but c'était quand même de faire une équipe de paliers rares, c'est ce que je voulais faire. Mon frère avait beaucoup de cartes rares, donc du coup il me laissait construire ses équipes en fait, vu que lui n'est pas du tout dans l'aspect football joueur. Lui c'était vraiment acheter des pépites, laisser sa galerie dormir et aller voir si le joueur en pumpait quoi, pour faire court. Et du coup avec le peu de joueurs qu'il avait, j'arrivais à lui faire des paliers quand même avec un goal common, 2-3 joueurs. Des fois j'arrivais à faire les 2 paliers de 2. Donc du coup je me suis dit il y a vraiment un filon quoi. Je pense vraiment que ça peut m'attirer. Donc du coup j'ai commencé à investir sur 1 ou 2 petites cartes que j'ai tout de suite. Et en fait quand je suis revenu après un jour j'ai ouvert ma boîte et j'avais un des seuls joueurs que j'avais acheté pour la petite histoire qui était Marcel Tisserand en rare, qui jouait à l'époque à Fenerbahçe, que j'aimais bien pour l'avoir suivi en Ligue 1, qui avait fait un x4, x5 et du coup j'avais des offres, j'ai accepté. J'ai dû faire 130 € je crois la vente. Et puis après je me suis lancé comme ça petit à petit quoi, avec plein d'erreurs au début bien sûr forcément comme tous les managers je pense qui n'ont pas l'expérience. Comme beaucoup, ouais, faut se faire la main effectivement. Donc inscrit 12 mars 2021 et donc tu as laissé ça un peu de côté et un an, t'as repris. Ouais. Ok, donc t'as repris sérieusement février-mars 2022, un peu au pic du marché à ce moment-là sur le foot. Ouais, j'ai repris au pic du marché, mais pas encore. J'avais pas fait mon investissement en fait. À ce moment-là, je commençais à réfléchir. J'ai juste investi sur quelques petites cartes, si je dis pas de bêtises, mais vraiment pas grand-chose. Et j'avais établi un projet en fait de mettre environ 100 € par mois jusque pendant 1 an et demi quoi. Et puis en mai, au final, j'ai eu une arrivée d'argent un peu plus conséquente qui n'était pas forcément prévue. Et là, je me suis lancé, j'ai fait un dépôt d'un seul coup et je me suis dit ça sera le dernier argent que je mettrai dans Sorare et feu quoi, on y va, on lance l'aventure quoi. Ça devait être début juin si je dis pas de bêtises que j'ai lancé mon vrai investissement. Ouais, donc dans le foot, et c'était quoi, en limited ou en rare? Ou bien c'était focus en limited, je suis parti en limited, alors c'est parti de tous les côtés. J'ai commencé par acheter des cartes en MLS, en Europe. En fait, j'ai privilégié la quantité, c'est un peu mon souci. J'aime bien avoir du choix, jouer plusieurs compétitions. Vu que j'adore le fantasy, avoir 5 ou 6 équipes à suivre chaque week-end, ça me passionnait, alors que c'était pas du tout la chose à faire. Donc, je me suis un peu éparpillé. J'ai changé, rechangé, accumulé des cartes, fait des erreurs. Mais j'ai eu la chance d'avoir autour de moi, sur le secteur de Brest, 2 amis qui avaient des galeries bien plus conséquentes et que je remercie d'ailleurs, qui m'ont vraiment bien aidé à établir ma stratégie et à faire des choix qui étaient bien meilleurs quoi. Et du coup j'ai commencé à favoriser la qualité et ça a payé. Enfin quand je dis payer, tout reste relatif, mais fin de MLS on va dire là, août, septembre, octobre, j'ai commencé à faire quelques petits résultats, donc j'étais content. Je vais rapidement présenter ta galerie. Donc comme on l'a dit, inscrit le 12 mars 2021 et vraiment actif depuis la même période, mais en 2022. Tu as actuellement 45 cartes limited, 53 cartes rares. Tu as gagné 22 rewards depuis le début. Tu as un pourcentage winning line-up un peu inférieur à 13% et tu as une galerie qui vaut quasiment 4 Ethers et demi aujourd'hui. Et dans ces cartes, on voit beaucoup de cartes rares NBA et puis quelques-unes comme Pedro Gallese, le gardien MLS, ou bien l'attaquant Funtas. Ta stratégie, donc ok, donc c'est tout neuf. Et puis je vois ton beau pour la petite anecdote, ton beau
beau Ja Morant que tu as gagné suite à ta victoire en contender rare NBA. Ouais, merci de m'avoir invité. Du coup, le mythe se prolonge avec toi. Ouais, le mythe, c'est la prophétie. C'est assez fou, mais c'est vrai que ça continue, ça se perpétue. Soit juste après l'enregistrement, soit juste avant. Écoute, c'est magnifique. Donc lui, c'est quand même valeur quasiment admi-éther, donc ça a bien aidé aussi à valoriser ta galerie. Alors t'as expliqué un peu ta stratégie, donc foot, limited. Quelles étaient les compétitions auxquelles tu participais parce que je pense savoir que tu t'aimes bien fouiner et faire des recherches, quoi. J'ai participé surtout alors la compétition que je préférais et ça c'est vraiment top 1, c'était jouer la spécialiste. C'était ce que je favorisais dès que c'est sorti. J'ai favorisé cette compétition-là en essayant de scouter chaque semaine les petits 40 et tout. Enfin, c'était vraiment une passion de jouer la spécialiste. Et l'América, et quand je pouvais, je faisais une AS. Après l'AS, je vais pas dire AS poubelle, mais c'était quand même, enfin voilà, c'était ce qui me restait, c'était pas prioritaire. J'ai réussi à faire une belle reward au début, je crois, enfin une belle place. J'avais gagné un De Vrij, mais c'était vraiment, fallait vraiment surperformer. Je me suis rendu compte que c'était pas le bon filon d'aller sur l'AS. Donc vraiment America spécialiste en termes de jeu sur les limited à la fin. J'ai essayé de me frotter à la Challenger et pareil, j'ai fait des choix désastreux. J'avais une très belle équipe et à une semaine de la reprise, j'ai craqué. J'ai revendu cette équipe-là qui au final, je pense, m'aurait fait quelques belles rewards. Voilà, des erreurs, quoi, un peu d'impatience. Tout mis bout à bout, ça a fait que j'ai perdu quand même 2 mois, je dirais 2-3 gros mois. Ok. Et donc comment est-ce que tu as fait évoluer ta stratégie justement après toutes ces erreurs? Tu t'es dit ok, focus spécialiste. C'est vrai que l'avantage avec spécialiste limited, c'est que tu peux gagner des cartes rares. Et puis évidemment, tu t'es lancé en NBA. Donc comment est-ce que ça a évolué un peu dans ta tête? T'as vu la NBA, t'aimais bien, tu t'es dit ok, maintenant je vais vendre une partie du foot pour le mettre en NBA. Comment, explique-nous un peu de tout ça. Ouais, en gros sur la fin de saison, comme je te disais, je trouvais que les performances commençaient à monter crescendo sur l'América. Donc je me suis dit de toute façon je vais rester en MLS. J'ai commencé à racheter quelques petites cartes en limited, mais pas pour jouer, mais en vue de la période actuelle pour faire des petits bénéfices 6 mois plus tard, on va dire. Donc j'ai commencé à accumuler quelques cartes. J'ai vendu quasiment tout ce que j'avais en Europe, ce qui me restait. Donc forcément Brozovic, ce qui m'a fait très mal, des joueurs que j'aimais bien parce que j'ai un côté un peu sentimental avec les joueurs. Et puis depuis un mois, je me suis dit c'est terminé tout ça, on arrête. C'est pas comme ça que t'avanceras, quoi. Donc en septembre, j'ai préparé déjà la MLS, on va dire, pour la saison prochaine. J'ai investi sur les limited que j'avais besoin. Et puis après, il y a eu la nouvelle de la NBA. Et puis là, je me suis posé quelques questions, j'ai sondé quelques managers, mes amis bien sûr, et vu que je suis plutôt frileux dans la vie, on va dire, j'ai jamais trop aimé partir à l'abordage. Je me suis dit allez, pour une fois, vas-y fonce, tu connais quand même bien ce sport-là depuis quasiment 20 ans, et j'ai été acheter des cartes, donc comme toi un peu avec Ja Morant, si je dis pas de bêtises, un peu trop tôt, je pense, en pensant que voilà, fallait même pas beaucoup trop tôt. Pour ouais, moi, c'était beaucoup trop tôt. Voilà. Ouais. Du coup, j'ai acheté quelques petites cartes de joueurs que j'aimais bien. Si je me rappelle bien, je crois que mes 2 premiers achats, quasiment, ça doit être Jalen Brunson et Jamal Murray, des joueurs en qui je croyais pas mal pour la saison. Donc, j'ai acheté en limited. Et puis, il s'est passé que j'ai perfé les deux ou 3 premières GW en limited champions. J'ai gagné 2 rares, top 4 et top 20. Donc là, ça a tout de suite été un énorme pump pour moi, quoi. C'était quasiment tombé du ciel. Je crois que je finis 4e avec la première paire de 85 de Paul George au bout de 2 GW, et derrière pareil je refais une avec le 100 d'Embiid, et du coup poum, là c'est pump. J'ai gagné Porzingis et Garland, donc du coup que j'ai revendu. Ça m'a permis de commencer à construire une petite contender tranquillement, et puis après ça a évolué, et puis en contender ça marche bien, donc du coup la galerie monte, et ouais, super positif. C'est le meilleur move que j'ai fait, je pense, c'est de partir en NBA pour l'instant, quoi. Après on touche du bois pour que ça continue, bien sûr. Ouais. Et donc tes objectifs actuels, quels sont-ils? Donc là, comme je l'ai dit, tu as pas mal de très belles cartes rares. D'ailleurs, que tu n'as que des cartes rares en NBA. Ouais, donc quelles sont... ça fait partie de l'évolution. J'ai vendu toutes les limited. J'ai pris un peu de temps et je me suis rendu compte que c'était à mon sens plus rentable d'aller chercher les rewards en contender,
parce que ça rapporte, on va dire, tu fais une T3, grosso modo, je vais pas dire de bêtises, mais dans les 0,05, une T2, ça va toucher les 0,130. J'ai vite fait le calcul, je me suis dit, il faut que tu ailles full rare, donc j'ai vendu tous mes gros joueurs en limited, donc Embiid, tout ça, et j'ai commencé à construire une contender, et pour ensuite, là, l'objectif, essayer d'aller en SR le plus rapidement possible. C'est pas facile, parce qu'en même temps, je construis aussi une cabra en foot, donc j'ai pas un budget énorme, entre guillemets, parce qu'il y a forcément les gens qui vont voir 4 TH ou quelque chose comme ça, vont se dire, ah ouais, lui, il dit pas beaucoup de budget, mais pas un budget qui me semble assez extensible pour jouer tout. Donc j'aimerais bien aller en SR, parce que j'apprécie pas trop la champ, en fait, quoi. Je suis pas fan en NBA de la champ rare et de la champ limited. Quand t'as pas Doncic, Jokic ou Giannis, ça me semble compliqué de performer, quoi. Ouais, écoute, on va creuser ce sujet-là dans quelques instants. Pour terminer ton parcours Sora, tes objectifs futurs. Donc à part création SR, est-ce que t'as d'autres objectifs aussi? Parce que si je t'ai invité aussi aujourd'hui, c'est parce que tu fais vraiment, et je trouve, des tweets vraiment de qualité avant chaque Game Week NBA. Donc d'où est venu en fait avant de parler vraiment de tes objectifs futurs, mais d'où est venue cette envie de vraiment faire des tweets qualitatifs avec les bons pics, les bons pics d'après toi évidemment. C'est venu avec le temps. En fait, c'est vrai que les gens qui me connaissent savent que j'adore le sport. Je peux en parler pendant des heures, et j'ai un ami manager qui se reconnaîtra, d'ailleurs je le remercie, qui m'a donné une idée un jour. En fait, en gros, il m'a dit je cherchais quelque chose à faire sur Twitter ou un peu de création de contenu, et qui m'a dit tu devrais du coup focus peut-être sur la spécialiste et la underdog, en fait, et du coup je me suis lancé comme ça sur la MLS, parce que je suis un fan de MLS, donc du coup je me suis dit je vais faire du underdog spécialiste et faire un scouting sur la MLS, quoi. Donc chaque semaine, j'ai commencé à scouter de mon côté et proposer aux gens des petits joueurs en moins de 40, des joueurs underdog et spécialistes. Et du coup, ça a commencé comme ça, assez petitement, on va dire. Et puis après, j'ai sympathisé aussi avec notre spécialiste MLS, le 8 de pique, et qui m'a fait un ou deux posts de pub, en fait, sur sa page Twitter, qui ont fait qu'il y a plein de gens qui ont commencé à me suivre. Ça m'a bien aidé, d'ailleurs, je le remercie. Et du coup, c'est tout simplement ça. C'était vouloir un peu aider les gens et puis occuper un petit peu de mon temps libre avec le scouting, qui est quand même une passion, faut bien le dire, d'analyser, chercher les petits joueurs, regarder les matchs, voilà. Et puis ça a pris une autre dimension quand t'as commencé à faire ça sur la NBA. Ah ouais, NBA pump affolant, quoi. Là j'ai été un peu victime, entre guillemets, du succès. Quand je dis succès, c'est du nombre de messages que je recevais, les messages privés, tous les gens qui voulaient de l'aide pour les Game Week, tout ça. Donc là j'ai été un peu submergé, on va dire, par l'effet boule de neige. Et du coup, là, c'est vrai que la NBA, ça me prend énormément de temps actuellement, quasiment 4-5 heures par jour, et parfois je suis gentil en disant ça. Ah oui, donc, quand même. Parce que je réponds à tout le monde aussi, et c'est vrai que je commence un peu à trier, parce que j'arrivais pas à dire non, et du coup, quand tu reçois 5-6 messages privés, tu prends la galerie de la personne, t'essayes de tout lui faire aux petits oignons pour que il se sente bien, mais après je me suis rendu compte que j'arrivais pas à faire ça pour tout le monde. Là, c'est arrivé fin novembre, je me suis rendu compte qu'on allait faire un choix, d'où le fait de créer un Discord qui m'est venu à l'esprit, quoi. Et du coup, j'ai ouvert un Discord qui est sûrement ma plus belle reward depuis que je suis sur Sora, parce que c'est vraiment ce qui me comble de bonheur chaque jour. Ouais, c'est vraiment vrai. En plus, il est chouette. Bon, moi, je suis pas très actif sur ton Discord, normalement, par manque de temps, mais en tout cas, t'as une communauté très très sympa qui est dessus, et puis très qualitative aussi, très performante aussi lors des Game Week, parce que tu mets souvent les résultats, entre guillemets, des membres de ton groupe Discord en avant, et c'est vrai que c'est vraiment une grande source d'information. Ouais, et après, c'est appréciable. Et tu veux le garder à taille humaine. Tu veux le garder à taille humaine aussi, ce que je peux comprendre également. J'ai pas envie de l'ouvrir à tout le monde. S'il y a 400 personnes et que tout le monde est actif,
il n'y a pas de souci, je serai le premier à vouloir le faire, mais je trouve que ça perd un petit peu en qualité, justement. Là, il doit y avoir 140 personnes, 60, 70 qui sont actives, mais vraiment actives, qui proposent plein de statistiques, de tableaux. On a des spécialistes un peu dans tous les domaines, sur le marché, vraiment sur le scouting. C'est vraiment varié, et ça apporte vraiment une plus-value, et on le voit au quotidien, parce que quasiment tous les managers, je pense, qui sont actifs sur le Discord sont entre guillemets en pump sur leur galerie et sur leurs résultats, et ça, c'est vraiment une fierté pour moi et sur ce que tu mets en place. Ouais. Et non, mais c'est comme pour une galerie, quoi. Tu privilégies la qualité à la quantité, c'est bien. Nous, on avait d'autres groupes Discord aussi. Enfin, on l'a toujours, le So Addict, même chose aussi, où on grandissait petit à petit en fonction du nombre de modérateurs et tout, parce qu'il faut garder évidemment toujours de la qualité, un bon esprit, et pas que ça soit une jungle. Donc tes objectifs futurs, avant de passer vraiment à ton sujet de prédilection qui est très large, tes objectifs futurs dans Sorare, tu te vois quoi là pour le long terme? Bon, j'ai un objectif qui est assez simple. Pour l'instant, mon but c'est d'aller jusqu'en 2026, donc qui est la Coupe du Monde aux États-Unis. J'aimerais bien, avant la Coupe du Monde des États-Unis en janvier, on va dire, faire un point sur ma galerie, et suivant le montant qu'elle a, retirer une bonne partie de ce que j'ai pour financer un gros road trip aux États-Unis, quoi, pour partir sur toute la Coupe du Monde pendant une période entre 2 et 3 mois, quoi. Sillonner un peu les États-Unis, et voilà, ça c'est le projet long terme, quoi. C'est arriver à cette date-là, je ferai un point. Ouais, c'est un bel objectif, et en plus c'est très concret, quoi. C'est vraiment allier Sorare à la réalité, et convertir toutes ces passions finalement en un voyage où tu pourras vivre ça de très près. C'est chouette. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le projet. Et puis vu que la MLS m'attire, entre-temps j'aimerais bien peut-être repasser des diplômes dans le sport, parce que j'avais stoppé mes études il y a pas longtemps, et qui sait, ça seul l'avenir nous le dira, peut-être rester après aux États-Unis et trouver un job en MLS en tant que scout ou des choses comme ça. Ça c'est l'objectif un peu plus large, mais j'y pense quand même, quoi. Arriver là-bas avec un bagage et peut-être ne jamais y repartir. Ah bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. On va attaquer ton sujet de prédilection qui est vraiment très large, qui est le scouting, etc., en mettant un peu plus l'emphase sur la NBA, parce que c'est demande de pas mal d'auditeurs, parce que le gameplay, plaît à énormément de monde. Avant d'aborder ça, j'avais une petite question à te poser, parce que tu avais dit que tu as vendu toutes tes cartes limited NBA, et là je te rejoins parfaitement. À la dernière Game Week, j'avais terminé 4e en limited contender, j'avais gagné à Liberton, qui est pas la meilleure T1, mais ça reste quand même T1, et puis quand je vois la valeur, j'ai un peu grincé des dents. Parce que finalement tu dis ok, c'est quand même c'est 0.1, même un peu moins que 0.1 Ether, et puis finalement quand tu veux aligner des chouettes contenders qualitatifs, je vais dire ça, très régulièrement, enfin on va revenir tout à l'heure, mais très régulièrement, je prendrais bien tel joueur qui a un match-up, ou bien justement il est remplaçant d'un titu qui est sûr d'être absent, ou bien c'est quelqu'un en dents de scie, il a 3 matchs et donc il peut faire une grosse perf sur les 3 matchs. Donc t'as quand même quelques achats à faire au début pour compléter cette contender qui vont peut-être te coûter 10, 15, voire 20 euros. Et puis là, j'ai la réalité en face des yeux. Là, j'ai super bien performé. Et comme c'est la jungle en limited contender, ce sera compliqué de faire mieux. Et là, tu te dis, finalement, par rapport au temps où j'ai passé l'investissement, entre guillemets, financier pour compléter ma contender, tout ça pour pour faire une super perf et de gagner un joueur, honnêtement, dont la valeur n'est pas super. Et en plus, les joueurs contenders que t'as acheté en dernière minute, là, parce qu'ils avaient un chouette match-up, tu les as surpayés et dès que la Game Week a commencé, clac, ça divise par 2 ou voire par 3 pour certains joueurs. Ça, je t'avoue que ça m'a refroidi. Là, je te rejoins, hein, parce que, comme tu disais, là, j'ai gagné Ja Morant. C'est la première fois que j'ai vraiment acheté, on va dire 2 joueurs pour la Game Week en rare. Chose que je faisais jamais. Un petit peu, mais j'avais pas la qualité de galerie pour aller mettre 0,130 sur un achat de dernière minute. Et pour une fois, j'avais fait pas mal de rewards en décembre, vraiment. Donc du coup, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Et j'ai acheté Terry Rozier, pour la petite histoire.
soir qui coûtait, que j'ai payé 0,139 si je te dis pas de bêtises. Alors il m'a fait reward effectivement top 1, donc super rentable. Là actuellement il m'a refait une grosse perte, donc normalement demain j'aurai une T3 je pense minimum. Mais le problème c'est que comme tu dis là, si je le vends maintenant, vu qu'il a pump, son L10 va augmenter et je suis à perte quoi. Enfin sur son prix d'achat brut, je perds 0,02 quoi à l'heure actuelle on va dire. Donc tu préfères le garder et donc là ta stratégie c'est quoi? C'est le garder et attendre un peu que ça. Là la stratégie ça va être de le garder parce que lui plus spécifiquement c'est un joueur qui est capable d'enchaîner 3 matchs à 20. Là il est en plein feu, mais comme j'en parlerai tout à l'heure, c'est un profil de joueur qui est excellent pour ce rare. C'est que lui c'est le joueur, il va faire 3 matchs, il va marquer, il va arroser à 3 points, ça va rentrer, mais ça m'étonnerait pas que dans 2 semaines il soit capable de redescendre sur des scores à 30 et du coup dans ce cas-là peut-être de redevenir un peu plus value quoi. Donc je vais attendre et après il y a parfois des joueurs que j'accepte de laisser partir pour une petite perte quoi si j'ai une idée derrière la tête pour réinvestir derrière quoi. Mais lui c'est le parfait exemple du problème entre guillemets de la NBA, c'est que tu FOMO et puis au final une semaine après tu peux pas forcément revendre. Après là forcément il est rentable, hein. Tu gagnes mon rente, je regrette pas du tout. Ah non, ça c'est clair. Et pour faire le lien, parce que je voudrais un peu comprendre comment est-ce que tu vois les choses. Autant t'étais bien en spécialiste, enfin t'adores ce modèle de jeu dans le foot où on peut gagner des rares. Est-ce que t'avais pas envie finalement de garder une équipe limited mais en champion pour justement pouvoir gagner des rares? Et là ça devient quand même vachement plus intéressant. J'y ai repensé là il y a une semaine parce que c'est vrai que décembre c'est de loin mon meilleur mois sur Sorare, donc du coup j'avais un peu de TH et j'étais en train de me dire qu'est-ce que j'en fais. J'aime pas trop quand ça dort, enfin j'aime pas garder trop dans le wallet. Donc du coup je réfléchissais, j'ai eu l'idée à un moment de repartir de me faire une grosse champ limited, mais pour moi il fallait prendre Doncic, c'était ce que je pensais on va dire dans mon raisonnement, et du coup j'ai pas voulu, j'ai préféré garder cette ETH et faire des petits investissements encore sur la NBA et travailler sur ma cap rare MLS que je suis en train de construire. Franchement, la Champions, c'est pas quelque chose qui me fascine forcément parce que c'est vraiment pour moi aligner les meilleurs joueurs et puis entre guillemets attendre. Enfin, c'est un peu réducteur, mais si t'as pas les grosses stars, moi je regardais hier, je faisais un point sur les Game Week. Si t'as quoi 2 Game Week qui n'ont pas été remportés par des joueurs type Doncic, Jokic, quoi, comme on disait. Donc je me démarque moins sur la Champions, quoi. Je pense pas que je bénéficierais d'un petit avantage en allant en Champions. Ça sera un investissement plutôt pour en espérant que je remporte des cartes. Mais le niveau est dur, comme tu disais, c'est la jungle en Champions Limited. Je vais jeter des coups d'œil parfois. Je vois sur le Discord, franchement, c'est pas dans mes projets de retourner en Limited. Ok. Et donc là, c'est vraiment focus rare contender pour essayer d'avoir assez de budget pour construire une rare, une super rare contender. Mais toujours rester en contender pour éviter de devoir prendre 2-3 goats, quoi. Là, si je regagne une reward, je vais essayer quand même d'évoluer en Champions rare parce que comme tu dis, on peut gagner des super rares. J'ai chaque game week, pour l'instant, je vais pas le cacher, c'est dur en Champions pour moi. Je favorise toujours la contender, donc du coup, je crois que je suis sur 12 rewards en 15 contenders, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment une positive. Bon. Par contre, en Champions Rares, c'est pas du tout la même chose. Donc va falloir que je monte en gamme en Champions, mais pour ça, il va falloir que j'achète un gros joueur et pour l'instant, j'arrive pas à franchir le cap, on va dire. Parce que acheter un Embiid, on va dire 20 Embiid, ça serait mon rêve. Mais allez, grosso modo, on va dire un ETH parce que je pense qu'il va remonter bientôt, s'il se blesse pas, bien sûr. Un ETH sur une valeur de galerie qui est à peu près à 4 ETH, c'est énormément pour moi. Je trouve que c'est un gros risque en cas de blessure. Et du coup, pour l'instant, je suis encore en tâtonnement, quoi. Je sais pas si je vais franchir le pas tout de suite ou si je vais attendre un peu, finir la saison comme ça, continuer à grinder en contender. Et puis l'année prochaine, essayer d'acheter peut-être en down pendant l'été des joueurs pour construire là une vraie Champions rare, quoi. Je suis encore dans des raisonnements, je tâtonne un peu, mais la stratégie sera établie avant la fin janvier. Là, il faut absolument que ce soit fait, sinon je vais repartir dans les travers du passé à faire quelques petites erreurs, je pense.
Ouais, mais en tout cas, je pense que c'est une bonne stratégie de pas engager, comme là dans ton cas, un quart de la valeur de ta galerie sur un seul joueur, parce que comme tu le dis si bien, s'il se blesse, etc., c'est compliqué. Et puis c'est la saison, elle est longue, 82 matchs, donc ils font pas tous les matchs non plus. Donc c'est ça, c'est exactement ça. La saison est longue et là, mine de rien, je trouve qu'elle passe très très vite. On arrive déjà on est déjà pile à la mi-saison là. J'ai pas vu le temps passer. Enfin, je me tourne en arrière, je me dis on est déjà à mi-saison, j'ai l'impression que ça fait un mois. Et du coup là, est-ce que c'est le bon moment d'acheter un joueur maintenant? Je vais vraiment y réfléchir quoi. J'aimerais bien Jokic au fond de moi quand même, parce que Embiid c'est sentimental et j'ai peur que je suis un peu superstitieux. J'ai peur que si je l'achète en gros, il se blesse. Donc j'aimerais bien Jokic parce que je pense que c'est le meilleur après Doncic, mais le prix me refroidit encore un peu quoi. Il faudra encore quelques rewards comme Ja Morant et là oui je pense. Là, tu te lâches, ouais. Ouais, là, je me lâche. La prochaine, je me lâche. Si je refais une perte, là, par contre, j'hésite. Ouais, tu vends et tu prends un tout gros. Ouais, il me faudrait encore un ETH de valorisation. C'est mon calcul, à peu près, pour prendre le risque. Je pense aussi. Ouais, je pense que tu es dans le bon. Bon, on a déjà attaqué, ton sujet de prédilection qui est vraiment très très large au niveau du... Mais t'aimais bien le scouting, parce que c'est un de tes, on va dire, de tes rêves, faire du scouting. Donc tu regardes, tu passes énormément de temps, quoi, à regarder les matchs aussi bien de foot et de NBA. Ouais, alors le foot, j'ai un petit peu décroché, dans le sens qu'il n'y a pas de MLS. Il y a pas de MLS, et puis franchement, faut avoir du courage pour regarder l'équipe de France jouer, la Coupe du Monde. Je m'endormais, j'étais pas loin de m'endormir dans mon canapé. L'un de mes clubs favoris, c'est pas trop ça non plus au niveau du jeu, vu que j'adore le jeu. J'ai mis une pause avec la NBA, par contre j'ai regardé quasiment 1 à 2 matchs par nuit pour scouter justement et regarder, essayer de suivre les progressions des joueurs quoi. C'est pas forcément ça m'intéresse pas d'aller scouter Doncic et Jokic ou même Zach LaVine par exemple. J'aime bien aller voir les joueurs qui sont plus petits, faire des focus sur eux, rester regarder 2-3 minutes leurs déplacements, les mouvements, comment ils vont défendre, plein de choses en fait qui font qu'après tu peux anticiper des progressions assez fortes quoi. Et pour l'instant ça me réussit plutôt pas mal sur la NBA. Je suis assez content de voir que le réel s'accorde un peu sur sur le jeu quoi. Sur tes observations. Les scootings sont bons. Ouais, les scootings sont bons. J'arrive à faire des plus-values sur des choses que je perçois. Donc c'est intéressant. Ouais. Franchement, c'est super agréable en plus de se dire lui je l'ai senti et puis là il a perf. Je l'ai acheté il y a 2 semaines et il est en train de monter. C'est vraiment un sentiment agréable. Et comment est-ce que tu fais justement? Comment est-ce que tu construis ta stratégie d'achat par rapport aux joueurs NBA? Vu que je focus la contender, pour l'instant j'ai une stratégie après qui m'est propre, c'est d'aller chercher, comme on disait tout à l'heure, sélectionner les joueurs qui, après écart type, mais on l'entend un peu à toutes les sauces sur Sorare. C'est pas quelque chose que, pas forcément comme ça que je raisonne, mais au final ça revient au même. En gros, des joueurs qui vont être très variants, qui vont changer, qui vont pouvoir enchaîner des matchs en faisant rien, et puis par contre qui ont un seuil énorme quoi. Donc c'est dans cette optique-là par exemple que j'avais acheté Zach LaVine en début de saison et qui doit être à l'heure d'aujourd'hui mon joueur le plus rentable sur toute ma période NBA, parce que je l'ai pris à 32 L10 si je dis pas de bêtises, et depuis il a fait que me faire des 60, 65. Hier soir j'ai regardé. Il est chaud là. Il est en feu et ça j'avais la certitude pour suivre la NBA en gros que c'était sûr que ce joueur-là il allait claquer des gros scoring, mais il fallait juste être patient quoi. Donc je l'ai acheté et plusieurs joueurs comme ça, lui, Nurkic et Barrett, voilà, ça c'est pour la petite histoire, les 3 joueurs que j'ai sélectionnés pour commencer ma contender, mes bases on va dire, des joueurs qui étaient en sous-perf, mais j'étais persuadé qu'avec le temps, leur niveau leur permettrait de retrouver leurs standards et surtout de faire des grosses performances, quoi. C'est ce que je recherche, des joueurs capables d'aller très haut. Pas forcément un 30-40 de moyenne régulier, ça m'intéressera moins. Je vais chercher plutôt des gros joueurs avec beaucoup de variance. Voilà, c'est ça le plus important. Et derrière, je vais placer souvent des joueurs qui ont des bons match-up. Plus que des joueurs réguliers, je vais chercher des bons match-up, donc des joueurs qui ont entre 20 et 30, mais qui sur la Game Week en cours sont capables de faire un petit boost, quoi. J'ai un peu affiné, parce qu'avant je mettais beaucoup de L10 bas.
et je me suis rendu compte que c'était pas toujours le plus rentable. Je le fais encore, mais moins régulièrement. Et quand t'as ces joueurs, par exemple, t'as cité Zach LaVine, son L10 là va exploser prochainement. Comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que tu comptes le vendre justement parce que il sera moins utilisable pour ta contender parce qu'il aura une trop grosse moyenne, ou bien tu préfères le garder, voir ses XP continuer à augmenter, le garder dans ta galerie et pourquoi pas l'utiliser en champion pour le coup si sa moyenne est trop haute, ou bien tu le gardes au frigo et t'attends que ça rebaisse pour éventuellement de nouveau l'aligner en contender? Dans 80% des cas, je vais revendre. Là, par exemple, hier, j'ai revendu des joueurs, Paul Potel de San Antonio que j'avais eu en reward. Là, je vois que son L10 va commencer à monter. Je vais prendre les bénéfices. Je suis pas trop gourmand, on va dire. Donc je vais prendre les bénéfices. Des fois, je pourrais prendre plus, mais je prends pas de risque, parce que les gens disent oui, mais il va remonter dans quelques jours. Je suis d'accord, mais si le match suivant il se blesse, il remontera pas du tout par contre. Donc du coup, je préfère aller chercher un bénéfice peut-être moins important, mais il m'a fait des rewards. J'ai gagné de la reward avec lui et du coup je prends mon bénéfice. Par contre, sur des petits cas particuliers, là Zach LaVine, c'est vraiment un peu problématique. Dans l'absolu, je devrais le vendre, mais comme tu dis, l'XP un peu, et ça sera surtout important l'année prochaine. Donc j'ai fait une petite liste de 5-6 joueurs que je pense pas vendre, quoi. Surtout des joueurs en plus de 40, on va dire, que je vais booster pour l'année prochaine, puisque je pense que ça fera la différence sur quelques game week, quoi. Donc j'ai fait une sélection et s'il y a des joueurs que je toucherai pas dans ma galerie, Sabonis, Butler, ça je vais pas vendre. Fox, je pense que je garderai aussi. Je vais jouer un peu le long terme, mais sinon tout le monde est susceptible de partir en cas de gros pump, quoi. Il y a 4-5 joueurs intouchables. C'est une question qui revient assez régulièrement, que tu dois certainement avoir. Moi j'en ai aussi, même si je suis moins actif évidemment que toi sur la NBA. C'est cette histoire de bonus, parce qu'évidemment c'est pas comme le foot où t'as des milliers de joueurs en fonction des championnats. Là t'as 30 franchises avec 12 joueurs actifs. Elle a un roster de 15 joueurs max, donc t'as 450 joueurs maximum, et puis voilà, plus il y a le supply, plus il y a de supply, plus la différence se fera au niveau des bonus XP. Donc c'est intéressant, et j'ai la même vue que toi, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs, pour moi, des joueurs cadres, mais c'est surtout en champion que je garderai et dont le bonus va continuer à augmenter parce que ça aura une importance, je pense, surtout en champion plus qu'en contender. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, c'est ça. Je regardais un peu sur la contender, vu qu'au final les gens vont beaucoup acheter, comme tu disais, avant les game week. Enfin, en tout cas, quand je parle de beaucoup acheter, je dis les joueurs qui jouent vraiment la performance vont acheter avant les game week et revendre assez rapidement. Donc du coup, je trouve qu'en contender, l'XP a moins d'importance. Par contre, quand tu vas te retrouver en champions avec des Doncic qui auront 16% et des Doncic qui en auront 19%, ça fera, à mon avis, beaucoup plus de différence. Donc j'essaye de garder mes petits goats, on va dire, parce que j'ai pas un gros goat encore, mais mes semi-goats, j'essaye de les XP pour l'instant, en espérant que ce soit productif, n'ayant pas non plus de visibilité sur comment va se passer l'intersaison NBA sur Sorare, quoi. Et ça, c'est pour l'instant le petit problème que j'ai au niveau de ma stratégie, c'est que j'arrive pas à savoir comment ils vont procéder entre, on va dire, si je te dis pas de bêtises, 9 avril, c'est le dernier match de saison régulière, je crois, et après il va y avoir les playoffs. Mais comment ils vont procéder de juin à septembre, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont couper les enchères? Est-ce qu'ils vont remettre des cartes en vente? Donc je suis un peu hésitant par rapport à ça, quoi. Savoir qu'est-ce que je dois faire de mon roster. Est-ce que je pourrais racheter moins cher cet été? Si je le savais, je pense que je revendrais quelques joueurs maintenant. Mais j'en suis pas sûr. En tout cas, la vision de Sora depuis un peu plus d'une saison. Je me rappelle quand j'avais commencé dans le jeu, tout début 2021, il y avait plus d'enchères des joueurs pour les championnats qui étaient en trêve. Et puis après, la saison passée, ils ont dit non, on va continuer à mettre des joueurs aux enchères, ce qui est bénéfique parce que tu surpayais sur le second marché. Mais évidemment, la cadence est un peu inférieure. Donc, je pense qu'ils vont faire, et en MLB, c'est ce qu'ils ont fait aussi. Ils ont continué à mettre des joueurs aux enchères, même pendant la trêve de
3-4 mois. Et à mon avis, c'est ce qu'ils vont aussi faire à une cadence probablement moins élevée en NBA. C'est positif pour les acheteurs, je pense, parce que tu vas pouvoir sûrement faire de bonnes affaires pendant l'été. Cependant, j'ai quand même une petite interrogation sur le fait que s'il n'y a pas de nouveaux entrants, ça risque de faire chuter un peu les prix aussi. Peut-être d'énerver un peu quelques managers qui vont se dire « Ah ouais, mais bon, là, j'avais mes 15 joueurs, mon Giannis, je l'ai payé tant, et là, il y a un mec qui va l'acheter en juillet et qui va le payer ce prix-là. » Et du coup, c'est vrai que franchement, c'est la seule interrogation que j'ai sur le marché NBA. C'est s'il n'y a pas énormément de nouveaux entrants, je me pose la question comment ça va se passer comment ça va pouvoir se passer l'intersaison et voir comment les prix vont évoluer, quoi. Donc, je sais pas s'ils vont vraiment rajouter des cartes parce que ça peut aussi, du coup, faire chuter les prix. Enfin, c'est une vision que j'ai. Après, je sais pas du tout, hein. Je suis vraiment pas un expert du marché, mais en essayant de m'intéresser de plus en plus, je me pose cette question-là, quoi. Quand on va arriver là en mars, sûrement qu'on l'évoquera un peu tout à l'heure, qu'est-ce que je dois faire avec mon roster, qui je dois garder, est-ce que je dois vendre, est-ce que je dois acheter en été, est-ce que je dois attendre la nouvelle saison parce qu'il y aura les nouvelles cartes aussi, donc ça va compliquer, quoi. C'est les ouais, surtout qu'avec le bonus, moi je suis persuadé que, je pense que le Sora va continuer à mettre des cartes mais à une cadence un peu moins élevée pendant la trêve. Et là, honnêtement, tout dépend de la cadence. Comme tu dis, il y a le facteur, mais c'est comme au foot, mais c'est peut-être encore, comme la NBA est un nouveau sport, c'est encore un peu différent. On n'a aucune vue sur le marché, si on peut appeler ça un marché, comme avec des cycles, etc. En foot, on dit ouais, on a des cycles. C'est vrai que ça a bien plongé depuis février jusqu'avant ou pendant la Coupe du Monde. Ça a été quand même assez linéaire vers le bas. Là, avec la reprise de championnat, ça s'est un peu repris, donc c'est bon signe. Mais le truc en NBA, c'est qu'ils ont encore pas fait grand chose, hein. Et quand on voit je sais pas si t'avais connu NBA Top Shot quand c'était sorti fin 2020, là il y avait des joueurs NBA qui faisaient la promo, enfin il y a eu un FOMO de fou, et moi je sens bien voir la même chose quand même arriver en NBA avec des joueurs j'aimerais bien qu'il y ait une petite hype, on va dire, des choses qui soient faites, parce que j'ai un peu, les ambassadeurs, c'est bien d'avoir Karl Anthony Towns et tout, Messi en foot, Mbappé, mais j'arrive pas à voir qu'est-ce qu'ils font concrètement, quoi. Parce qu'on les voit, on les annonce ambassadeurs, mais derrière il y a pas de, je sais pas, il manque quelque chose, quoi. On voit pas. Il y a la hype de la news en fait, et puis ensuite on sait pas trop ce qu'ils font. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vraiment, je suis d'accord avec toi. Je présume que les choses sont un peu lentes à se mettre en place, mais c'est vrai qu'il faudrait. Là, il faut aller chercher Wembayama. Là, si on veut faire un pump sur la NBA, on va chercher notre Français. On lui propose quelque chose. Je sais pas, même des rencontres réelles. Comme ils ont fait avec Zidane pour la Global Cup. Je sais pas, tu remportes une compétition, t'as le droit d'aller voir 2 matchs et tu passes 1 heure avec Wembayama dans son vestiaire après le match ou une rencontre, quelque chose, mais que les ambassadeurs vraiment te donnent envie qu'on les voit travailler. Quand je dis travailler, mais promouvoir ça, c'est vraiment le terme, quoi. Moi je vois une annonce et derrière Messi à l'heure d'aujourd'hui il est ambassadeur Sorar, mais j'en vois pas. À part la vidéo de présentation, je suis d'accord avec toi. Et à mon avis ça va arriver, comme tu dis avec Karl Anthony Towns, il faut juste un peu patienter. Donc moi je suis assez optimiste par rapport au marché NBA, justement par rapport au fait que le gameplay plaît, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour la suite. Par rapport donc justement à tout ce qui est tactique, la façon dont tu vois, il y avait justement, tu as dit tout à l'heure qu'on est arrivé à la moitié de la saison, donc tout le monde n'est pas au courant à perfection du calendrier Sorar. Bientôt il y aura, je pense, la deadline au niveau des transferts, où là il y a beaucoup de choses qui peuvent. Je sais pas si tu as checké la deadline. En général, c'est toujours au mois de février. J'ai checké, c'est 9 février cette année. Ouais, donc d'ici 9 février, c'est la trade deadline terminée. All-Star Break, du coup, qui sera du 17 au 23 février. Donc là où il y aura tu vas pas avoir de NBA pendant une semaine. Mais c'est une date assez importante quand même, parce que ça marque souvent un petit tournant dans la saison, au niveau des équipes qui vont, entre guillemets, lâcher un peu des matchs, tu vois, tanker, comme on dit
comme on dit dans le jargon. Ils vont tanker. Du coup, on va dire qu'entre le 9 février, le fin de la trade deadline et le 25 février, ça va vraiment être une grosse période à mon avis sur la NBA, parce qu'il y aura eu beaucoup de mouvements, et ensuite vont se poser les questions de savoir voilà, les équipes qui vont pas être en play-off, est-ce que tu dois garder les joueurs, quoi, parce qu'on arrivera en mars, c'est la fin de la saison, elle est en avril, quoi. La dernière journée c'est le 9 avril cette année. Tu vas te retrouver avec énormément de joueurs qui vont à mon avis décoter quand même, quoi. Et que les managers vont chercher à vendre, parce que garder des joueurs de Houston, bon, j'aime bien Houston, hein, mais qu'est-ce que tu vas faire de ces joueurs? Qu'est-ce que tu vas faire de ces joueurs-là pendant du 9 avril on va dire au 9 octobre, quoi, grosso modo. C'est quand même une énorme coupure. Donc je pense que des gens vont vachement vendre à ce moment-là leurs joueurs qui ne jouent pas les playoffs pour financer sûrement des achats joueurs playoffs et essayer de continuer à prendre des rewards. Est-ce que tu fais des petits paris sur des joueurs pour le moment qui n'ont pas énormément de temps de jeu dans l'optique justement d'un trade? J'en fais quelques-uns. J'en ai fait un en début de saison que j'aime bien, c'est le petit Ty Washington justement de Houston là. Donc lui je l'avais pris dès le début là, quand la saison a commencé, je l'avais recommandé à quelques collègues aussi et sur le Discord, et il m'a rapporté déjà 2 rewards, hein, si je dis pas de bêtises. Il avait 0 de L10 et j'aime vraiment beaucoup ce meneur là, c'est vraiment un basket d'école, quoi. C'est pas quelqu'un qui va être dans les highlights, mais très propre à la passe, capable de shooter. Donc je fais quelques petits paris. En plus sur le Discord, on a vraiment 2 spécialistes en J-League là, donc qui eux postent chaque jour, voire chaque semaine, plein de joueurs qui performent en J-League, et du coup ça aide, quoi. Et franchement, il y en a pas mal qui commencent à arriver là, et leur travail est payant, quoi. Donc j'ai investi un petit peu, mais je suis pas trop non plus, parce que ça reste de l'ETH qui dort quand même un petit peu. Je pense que ces joueurs-là, ils sont un peu sous les radars. Tu auras moyen de les avoir encore pendant 2-3 mois à des prix qui sont pas trop excessifs, quoi. Un petit Fournier par exemple. Un mec qui sort de J-League et qui perd. Ouais. Un Fournier par exemple, qui était mis au placard pendant un bon bout de temps. Est-ce que tu le vois trader? Est-ce que tu penses que ça serait un bon pick? J'ai pris son collègue Derrick Rose, moi personnellement, parce que justement, comme tu dis, je pense qu'il allait être tradé. Du coup, j'ai mis au chaud, tu vois, au placard, j'ai payé moins de 0,02. Et ça, je suis prêt à attendre un long moment, enfin au moins jusqu'au 9 février. À partir de ce moment-là, après la trade deadline, je verrai s'il est pas transféré et qu'il joue plus à New York. Est-ce que j'attendrai un an la saison suivante? Vu le prix que j'ai payé, je pense que je serais capable, sur des petits prix comme ça. Il faut savoir être patient. Fournier, pour le cas particulier, il commence à rejouer, donc j'ai pas forcément l'impression qu'il va être tradé. Après, ça reste qu'une impression, hein. Je pense plutôt qu'il peut rester dans le roster, même si Chicago cherche quand même à avoir un gros joueur. New York, cherche à acheter un gros joueur, enfin à trader. C'est 50-50, mais c'est un achat intéressant. Fournier, je pense que s'il y a des gens qui sont intéressés, qu'il est pas trop cher, qui rentre dans leur budget, c'est vraiment un joueur qui peut, s'il part, faire des performances, et s'il reste, il peut pas faire pire de toute façon. Donc, non, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de risques en achetant ce type de joueur. Tu parlais tout à l'heure, j'en vais un peu, on rebondit sur autre chose. Tu avais cité Sabonis. C'est un joueur que tu allais garder dans ta galerie. J'aime beaucoup aussi son jeu très complet, qui ressemble fort au papa d'ailleurs. Papa aussi maître des assists, etc. Donc père était fort. Ouais. Ben là justement, moi je me pose la question par rapport à ce joueur-là, pas par rapport à ses capacités, mais plus par rapport, là aujourd'hui il a un L10 de 52. Bon, c'est vrai que son L40 est légèrement à 44, son L10 à 52, et quand tu regardes ses perfs, il est assez stable, hein, comme joueur. Il tourne toujours aux alentours de 50 points. C'est rare qu'il dépasse les 60. Depuis le début de la saison, il l'a fait à 2 reprises. Justement, par rapport à ce joueur-là, je me dis, est-ce que c'est un joueur à garder, à utiliser en champion, parce que c'est compliqué à utiliser en contender, sauf si vraiment tu fais des achats de dernière minute avec des gars, je sais pas, qui est au fond du banc et qui se retrouvent quasiment 6e homme. Donc c'est un joueur qui arrive quand même au niveau moyenne qui est très haut, et en même temps tu sais très bien qu'il va pas te faire des scores à la Jokic, à la Giannis ou à la Doncic en tapant ou à la même parfois à la Embiid évidemment, en tapant des 70 voire des 80. Donc quel est ton point de vue par rapport à ça? Parce que moi je t'avoue que je suis quand même assez mitigé, et d'ailleurs c'est pour ça que le prix
Quoi? C'est un exemple, t'as un peu touché mon point sensible, parce que c'est vraiment c'est un de mes joueurs préférés, hein, dans ma galerie. Je le vendrai pas déjà, ça c'est certain. Mais c'est plus au niveau affect ou bien c'est vraiment utilité Sora? Non, affect un petit peu, ouais, je vais pas te cacher, il fait partie des 2-3 joueurs où l'affect rentre en compte, mais je trouve que c'est important d'en avoir sur Sora parce que ça fait partie de la notion de plaisir que j'ai toujours envie d'avoir dans ce jeu-là, de perfer aussi avec des joueurs que t'aimes bien. Et je suis pas forcément sur les scoring. De toute façon, c'est ce que tu dis est vrai. Après, moi, je pense qu'il est capable d'aller chercher des 70. Je pense vraiment qu'il est capable de le faire parce ils sont vraiment en mission Sacramento, par exemple, pour le cas précis. Mais on va dire plus globalement, des joueurs comme ça, c'est un casse-tête, quoi. Et j'en ai plusieurs actuellement parce que en plus, ça tombe toujours sur les joueurs que j'aime bien parce qu'il va rentrer dans le même profil que Butler, même si bien sûr Butler a performé hier, donc ça contredit ce que je dis. Mais c'est des joueurs qui vont être assez réguliers, qui vont te faire des 45, 50 assez souvent et très peu. Normalement, je pense qu'il faut savoir en garder quand même, pas. Parce que si tu le vends aujourd'hui, tu vas le repayer beaucoup plus cher quand il va redescendre, quoi. Tu vas le vendre aujourd'hui en hype. Là, il est pas en hype, mais il a quand même bien monté, moi, par rapport au prix où je l'ai acheté. Son prix, son prix est quand même très bas par rapport au GOAT, hein. Il est, là, il tourne à 0,23, pour une moyenne de points, similaire à des gros joueurs, quand même. Ouais, je l'ai eu à 0,140, pour tout te dire, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais il était en L10 à 39 quand je l'ai acheté, quoi. Donc ça change tout. Ouais. Il a eu deux et un autre, et un joueur, ouais, je comprends. Pardon, et un joueur un peu dans le même style, je vois Randle aussi. Randle, pour moi, c'est une grosse hype, là, je vais peut-être me faire des ennemis ou me tromper, mais je pense qu'il est en légère surperf. Mais après, ça reste qu'une analyse personnelle. Surtout qu'il y a Barrett qui revient, et on a bien vu, hier, je pense, je me trompe pas parce que j'ai pas checké tout, mais quand j'allais me coucher, la performance de Randle hier soir, elle est pas exceptionnelle, si je dis pas de bêtises. Non, il est à 33, ouais. Voilà, 33. Alors, il est à 33 alors qu'il a aligné plus d'une dizaine de matchs au-dessus de 50. Ouais. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il a eu une grosse période. J'ai jamais pensé qu'il pourrait son prix, de toute façon, c'était une anomalie pour moi. Ça, c'est vraiment, il y avait une défiance à son égard parce qu'il restait dans les alentours du prix de Sabonis, grosso modo, peut-être 0,25, alors qu'il perfait comme un GOAT, quoi. Donc, je me posais la question pourquoi les gens vont pas dessus. C'était très value, mais au final, si on suit bien la NBA, Randle, les saisons d'avant, c'est pas non plus toujours la sécurité. Il est pas toujours très régulier. Je pense qu'il était légèrement sur performance. Par contre, s'il me refait 3,33, ouais, là, je vais aller l'acheter. Là, Ah oui, là, pour le coup, là, tu vas le racheter parce que tu sais que sa moyenne va diminuer. Et puis, aujourd'hui, en L10, il est deuxième, hein. Il est juste derrière Doncic, devant Jokic, Embiid. Mais il coûte 6 à 7 fois moins cher. C'est ça, c'est pour ça que je comprenais pas, quoi, ce que je voyais. J'ai un collègue qui l'avait en galerie et du coup il me posait la question et je lui dis faut pas le vendre, quoi, parce que là il était tellement en forme que le vendre à ce moment-là à 0,25, quand tu rachètes qui à ce prix-là, quoi. T'avais personne qui faisait ces performances-là à ce prix-là, même Sabonis, il arrivait pas du tout à son niveau. Donc moi je vais plutôt attendre qu'il baisse et par contre quand il va redescendre un peu, s'il arrive dans un L10 il est à combien là, tu disais? Son L10 il est à 57. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. De redescendre. Surtout avec le retour de 45, Barrett. 47, c'est bien. Ouais, et là, tu l'utiliserais éventuellement pour, même en contender, tu peux aligner des joueurs à plus de 40. Ça, justement, c'est quoi ta stratégie? Est-ce que tu as une stratégie bien déterminée ou bien non, c'est plus au feeling en fonction des match-ups, des moyennes de points? J'aime bien utiliser 2,35. Ça, c'est clairement entre 2,35 et 35, 38. Si c'est possible, j'alignerai 2 joueurs qui me prendront à peu près 70 de cap, quoi. Ça, c'est 65, 70. Je le fais souvent, type Lavine, Murray, ça faisait des 35, 34, 70 pour 2 joueurs, j'aime bien. Ça te laisse 40 et sur 3 joueurs, tu vas chercher les petites values et j'ai souvent performé avec ce type de d'alignement. Pour moi, il faut toujours avoir un gros joueur quand même, quoi. Un joueur à 35, type Rosier, Lavine, dans ce profil-là qui est capable d'aller chercher des 60, sinon t'arriveras pas à aller chercher les tops en contender, quoi. À moins d'un alignement, mais c'est toujours pareil. Mettre
5 joueurs à 22 et espérer qu'ils fassent tous 45, ça relève quand même un peu du miracle. Je pense qu'il faut favoriser des joueurs, au moins 2 joueurs à 30 minimum, quoi. Sinon c'est compliqué d'aller chercher le top. Et en champion, c'est quoi ton conseil, c'est quoi? C'est aligner évidemment un énorme joueur en MVP, et puis derrière tu alignerais par exemple quelqu'un qui a Doncic, Jokic ou Antetokounmpo, tu en alignerais d'office 2 si tu avais ces joueurs-là? Moi tout de suite. Après, j'ai pas eu l'occasion encore de me frotter à ça en Champions. C'est vrai que c'est plus compliqué d'en parler parce que je suis vraiment pas non plus un expert et je pense qu'il y a plein de gens qui sont bien meilleurs que moi en Champions. Mais là, de ce que je regardais, parce que je fais des petits essais sur la common en gros, quoi. Je me fais la main là-dessus en essayant d'aligner des choses différentes chaque semaine, même si c'est pas forcément très rentable. Je pense qu'il faut aligner, de toute façon, un GOAT en MVP et derrière, si t'en as 2, tu mets les 2, il y a pas le choix. Même en mettant un joueur à 50, 55, il te reste derrière largement de quoi faire une équipe et la value, il y en a toutes les games, tous les GW en NBA. Si t'as un roster assez large, tu vas pouvoir positionner tes joueurs de façon à avoir tes 2 GOAT bien entouré. Jamais je laisserai, si j'ai Doncic, Giannis et je sais pas, Embiid ou Tatum, je me vois mal laisser un sur le banc. Exception faite, je favorise toujours les joueurs qui ont 2 matchs. Et ça, par contre, ça fait partie de ma stratégie. Ouais. Je joue très rarement des joueurs qui ont un match, à part si je cas de force majeure. Ouais, ça, c'est vraiment une des bases de la stratégie, quoi. Ou bien, voilà, un joueur qui bénéficie d'une place de titulaire avec un L10 peut-être très bas, et là ça, même en un match, moi ça m'est arrivé avec Kawhi, il était en repos et voilà, mais c'était Kawhi quoi, voilà, il avait un L10 je crois juste au-dessus ou juste en dessous. Franchement, je crois pas l'avoir fait encore cette saison. Je crois que j'ai quasiment aligné full équipe à 2 matchs et allez, il doit y avoir 2-3 exceptions peut-être, mais c'était sur des équipes en lesquelles je croyais déjà pas avant de les commencer, quoi. J'ai vachement de mal à mettre des 1 joueur. Par exemple, là, ce week-end, j'avais Brooks qui avait un L10 de 21, projection énorme pour ce week-end contre Indiana. Il a qu'un match. Ça m'attire pas du tout, quoi. J'ai pas envie de jouer tout sur un match. Je connais le personnage, il est capable de shooter à 0 sur 10. Donc là, dans ces cas-là, je peux préférer aller chercher quelque chose de peut-être moins value sur le papier, mais avec 2 matchs, par exemple, aller sélectionner des joueurs qui ont des B2B, tu vois, qui vont jouer 2 jours de suite et qui auront forcément un boost de minutes, quoi. Ça sera plus ma stratégie. C'est sur les projections, même si un joueur est projeté très haut avec un seul match, j'arrive pas forcément trop à le jouer quand même. Je trouve que ça comporte vraiment une part de risque, surtout pour le cas de Brooks, il y avait le retour de Morant, donc ça m'a encouragé à le vendre, tu vois, hier, quoi. En bénéfice, j'ai dit, je le vends, tant pis, il va attirer du monde avec sa projection, parce que beaucoup de gens font par rapport aux projections sur Ardata, et du coup, je viens de me rendre compte depuis 2 semaines que si tu utilises pas les projections sur Ardata, tu perds en qualité pour ton achat-revente, quoi. Les gens vont lister très haut les joueurs qui sont très bien projetés. Donc ça faisait partie de mes questions, c'est bien que tu en parles. Donc qu'est-ce que tu en penses? Donc tu trouves que c'est un outil vraiment qui est fiable, le système de projection de Sorardata? Enfin fiable, c'est pas le but, parce que Sorardata il développe des outils et puis aux managers à en tenir compte, mais toi tu trouves que c'est vraiment un élément qui aide? Pour rien te cacher, j'ai fait les novembre et décembre, je les ai fait sans utiliser les projections sur Ardata, mais vraiment sans les utiliser. Voilà, je les voyais sur mon line-up builder, mais je les prenais très peu en compte. Je suis vraiment pas quelqu'un qui suis un fan absolu du data. J'ai toujours fonctionné hors data. Ça doit faire que un mois et demi que j'ai pris l'abonnement sur hors data, si je dis pas de bêtises, même un mois. J'étais pas forcément un fan de ça. J'aime bien garder le côté, comme je te disais, mon petit scouting, aller un peu à l'opposé de ce que les gens vont penser. Donc du coup, j'utilisais pas sur hors data, mais j'ai eu une discussion il y a une semaine avec sûrement le meilleur joueur de mon corps qui fait que performer en super rare, de toute façon, c'est pas compliqué. La Game Week commence, il est projeté numéro 1 tout le temps. Et lui, il n'utilise que les projections. Donc ça m'a quand même fait, ça m'a fait ça t'a interpellé, quoi. Du coup, ouais.
Ouais, du coup, je me suis dit, il a forcément raison, entre guillemets, il y a forcément quelque chose. Et tu vois, c'est pour ça que j'avais acheté Rosier la semaine dernière par rapport aux projections et ça a payé. Donc, c'est pas fiable à 100%, mais c'est un excellent indicateur. J'ai revu un peu ma position parce que j'étais pas, je trouve que ça casse un peu la notion de plaisir de suivre toujours que sur la projection. T'as pas forcément envie de mettre le joueur, mais il est bien projeté. Mais, force est de constater, après avoir discuté 1 ou 2 heures avec lui, que, de toute façon, il n'y a pas de secret. Il est tout le temps dans les tops. Donc, je pense que ouais, c'est fiable. Ouais, je peux pas dire le contraire. Il y a une forme de fiabilité, même si j'ai noté quelques petites choses qui ne sont pas prises en compte, comme le nombre de fautes. Tu vois, par exemple, hier, je regardais 2 minutes de jeu. Il a joué 2 minutes 23, par exemple. Drummond, il a fait 4 fautes. J'avais jamais vu ça. 2 minutes 30. C'est une machine. C'est une machine à faire des fautes. Voilà, ouais. Et du coup, par exemple, ça peut biaiser les analyses de Sorare Data, quoi. Enfin, on va dire RotoWire, ils vont pas forcément prendre ça en compte. Je me suis fait avoir 1 ou 2 fois avec Zach Collins que j'avais des Spurs et j'aime bien. Voilà, il avait des values. Paul Pell était pas là. Sauf que le joueur, les matchs, il commence, il a 3 fautes à la fin du premier quart-temps, il part faire banquette, boire son soda et derrière, ta game week elle est foutue, quoi. Tu perds de l'utilité sur ton joueur. Mais si c'est fiable, c'est un élément intéressant. Et tu regardes ça combien de game week à l'avance? Tu regardes juste pour la prochaine game week parce que je présume que c'est compliqué de se projeter longtemps à l'avant parce qu'il y a les blessures, il y a plein de choses qui peuvent arriver d'ici là. Maintenant là, du coup, ça fait 2 semaines que j'ai commencé à regarder un petit peu. Après, je vais pas te dire non plus que j'ai changé du tout. Hein. Je m'en sers comme indicateur, mais bon, j'aime bien garder, comme je te disais, cette part de flair, on va dire. Et par exemple, la semaine dernière, tu vois, sur ma victoire, Lavigne, il était pas bien projeté. Sur son premier match, il avait pas une projection folle, mais moi, j'avais la sensation qu'il pouvait faire quelque chose. Et au final, il fait 68. Donc, ça montre que la projection a aussi ses limites pour des joueurs comme ça. Pour moi, la projection, ils peuvent prendre feu à tout moment. Il y a 30 joueurs en NBA, ils peuvent faire 40 points sur la tête de tout le monde un bon soir, quoi. Et ça, c'est le côté qui va biaiser un peu l'analyse, mais je regarde sinon 2 jours avant les premières pour la Game Week, je regarde 2 jours avant et ensuite les achats. Maintenant, je les fais pareil, à peu près dans ce facteur-là, dans la journée où j'ai regardé le matin. Si je vois quelque chose, je prends et je reliste directement pour faire un peu d'AR, quoi. Ah oui, tu fais aussi un peu d'AR aussi. Ouais, je fais un petit peu. Ouais, je dis c'est assez facile. C'est toujours pareil, ça fait un peu prétentieux, mais c'est assez simple d'anticiper par rapport au foot l'achat-revente sur la NBA, quoi. Par exemple, là, Liberton hier, il s'est blessé et ça me fait rire parce que je voulais l'acheter. McConnell, je voulais le prendre. J'avais vu qu'il y avait 3 B2B à venir pour Indiana et je vais sur lui et là, c'est Sorare NBA que tu dois voir aussi sur Twitter qui a cliqué, qui a pris les 4 avant moi, quoi. Donc du coup j'étais un peu frustré. Il y a pas mal de managers qui font ça. Il y a pas mal de managers, ils sont au taquet quand tu il y en a beaucoup qui regardent les matchs, même ici avec nos horaires européens, ils sont là à regarder les matchs et clac dès qu'il y a blessés, ils sont au taquet et ça prend les paquets, quoi, hein. C'est 3, 4, 5 comme tu dis, ça finit le game. Course, hein. On remplit le caddie et derrière on reliste et tu fais vite du bénéfice. Je l'ai fait un soir ou 2 une fois sur des joueurs des Spurs où j'ai pris 4-5 mais c'était en limited donc c'était différent. J'ai fait mes courses, là, j'ai tous les joueurs des Spurs un soir, j'ai craqué et tous les petits là, boum, allez, toi viens, toi aussi. J'avais vu les game week qui arrivaient, mais au final c'est super rentable, quoi. Après voilà, faut avoir de l'ETH en stock, faut accepter. Il y a une petite part de risque, mais sur la NBA c'est à mon sens très simple de faire de l'AR, quoi. J'ai pas envie forcément parce que j'aime pas trop me focaliser là-dessus, mais quelqu'un qui a du temps, qui se dit ouais j'ai pas un gros budget et il peut se financer. Ça donne du grain à moudre, quoi. Ouais. Et franchement c'est très simple de faire des grosses plus-values juste sur les fluctuations du L10, quoi. Et c'est pour ça aussi que le Discord nous aide bien parce qu'on a des garçons qui font des tableaux et qui sont capables de projeter les L10 sur plusieurs journées, les fluctuations en direct et tout, et du coup tu as ta liste de joueurs où les L10 vont baisser et tu sais très bien que la semaine suivante leur prix va monter. Tu achètes et en général à moins d'une blessure tu fais ton bénéfice derrière, quoi. Même s'il est pas toujours énorme, tu vas prendre un petit bénéfice, mais mis bout à bout 10 fois 0,01 ça fait 0,1, quoi. Et c'est un très bon joueur. Bien sûr. Pour financer c'est très bien, je pense. Financer une contender pour des débutants, des choses comme ça, tu fais un peu d'AR de semaine. Ouais, ça permet de grinder petit à petit et grossir de cette manière-là. C'est vrai que
le gameplay Mais NBA. tout le monde n'est pas Charcot. Hein. Il prête. Non, c'est ça. Mais bon, voilà, c'était aussi un bon moment aussi, un top moment. Mais c'était vrai qu'en NBA, ça tombe vraiment bien. Et là, avec le gameplay, avec ce cap justement, permet une grande liquidité du marché. Ça, c'est vraiment très étonnant et très réjouissant. Moi, il y a pas mal de. Enfin, écoute, il y a une semaine, j'ai mis pas mal de joueurs en vente, aussi bien en limited qu'en rare. Honnêtement, il y a un joueur où j'ai dû attendre 3 jours avant vraiment de le lâcher, mais sinon dans l'heure qui suivait, c'était dingue le nombre d'offres que je recevais. Donc ça, c'est grâce au gameplay. Je sais pas si tu avais entendu le premier podcast un peu NBA avec coach Nasser, où il avait expliqué un peu sa stratégie de construire un gros pool de joueurs. C'est vrai que peut-être que sa stratégie a évolué d'ici là, parce que c'était vraiment le tout début. Toi, quelle est ta stratégie par rapport au nombre de joueurs que tu vas avoir dans ta galerie? Eh ben, figure-toi que depuis 3 jours, là, je commence à être embêté parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de compétition en rare. Enfin, il y en a que 2, forcément. Et du coup, là, j'ai cumulé quand même à force, tu vois, d'acheter avant la Game Week, de devoir attendre la variation du L10, de pas vouloir vendre à perte. J'ai accumulé, je crois que tu disais tout à l'heure, 48 cartes, ce qui fait que j'ai des équipes en training. J'ai même pas envie de te donner celles que j'ai cette semaine en rare parce que c'est Jamal Murray et Jimmy Butler qui m'ont fait des dingueries, alors que dans ma chambre, moi j'ai posé Sabonis et Fox et qui m'ont fait, on va dire en cumulé 30 points de moins que les 2 autres. Donc ça commence un peu à me titiller. Je réduis légèrement. Après, je trouve que les 2 stratégies se défendent parce que là, par exemple, tu vends 3 joueurs aujourd'hui, demain il y a une blessure, le joueur que tu as vendu, il peut repumper tout de suite. Donc franchement, là, c'est vraiment à l'appréciation de chacun, je pense. Si tu es prêt à accepter, tu peux avoir un gros pool en NBA, c'est beaucoup moins dérangeant qu'en foot. Je culpabiliserais beaucoup moins d'avoir 60 cartes en NBA que d'en avoir 60 en foot, comme j'ai pu faire au début en limited, et où là, par contre, c'est pas du tout optimal, quoi. Mais en NBA, à tout moment, n'importe laquelle de tes cartes, elle prend de la valeur, donc ça dépend vraiment juste un peu de ta patienter, quoi. De ta patience, du temps que t'as à consacrer au jeu, mais moi, je vais essayer de réduire sur les 30 cartes pour jouer les 2 compétitions. Je pense que ça sera bien. C'est pas mal. Parce que là, 45, franchement, 48, j'arrive le lundi de 23h30 à minuit 30, j'ai la tête qui brûle. C'est lundi, j'étais entre Butler et Fox toute la soirée. J'ai mis Fox, tu vois, et puis après tu te réveilles, tu vois que c'est Butler qui a performé. C'est frustrant, quoi. Ça engendre une petite forme de frustration chez moi d'avoir trop de cartes que j'aime pas trop, donc essayer de réduire mon pool, quand même. Alors, récupérer des bénéfices et aller chercher peut-être comme je te disais, un gros joueur, mais 30 cartes, ça me semble bien pour jouer les 2 compétitions rares. Et s'il venait à rajouter quelque chose, mais ça, j'en ai aucune idée, là, dans ce cas-là, avoir 40 cartes, ça sera moins déconnant, entre guillemets. Ouais, mais tu comptes, c'est un peu ma stratégie à moi. J'ai vendu parce que je me retrouvais avec plus de 50 cartes limitées. Je dis là, j'ai pas encore fait du nettoyage là-dedans. Et là, j'en ai, je pense 36 limited, mais je réfléchis vraiment à quitter limited contender pour les raisons. Limited, en vrai, Contender, je trouve c'est sympa pour la partie fun, ça coûte que dalle, entre guillemets. Voilà. Je pense pour toi, par exemple, j'ai pas ta valeur de galerie, mais je pense que c'est ça, le pourcentage par rapport à ce que t'as, c'est pas énorme. Donc, tu joues la Contender Limited, t'es super content, toi qui dois aimer la NBA, tu mets ta petite Contender. Ouais, mais c'est du final, temps. C'est beaucoup de temps à passer parce que c'est vraiment beaucoup de temps. Donc, moi, je préfère maintenant garder Limited Champion parce que t'as la possibilité de gagner des cartes rares et que j'ai les cartes pour. Là, j'ai tous les GOAT pour le coup en limited seulement. Au début, c'était NBA, c'était pour le fun, vraiment fun, uniquement fun. Puis finalement, je dis je vais quand même passer en rare. Et là maintenant, c'est rare champion. SR, honnêtement, je crois pas. Mais en rare aussi, j'ai diminué. Et là, je suis quoi? SR, tu crois pas? Pour moi, je parle. Moi personnellement. Par contre, je crois que le marché va continuer à augmenter. Si, je pense que c'est les personnes maintenant qui peuvent construire un roster SR. Je pense qu'ils
ils vont vraiment pas le regretter. Mais après, voilà, c'est l'équilibre. Hein. C'est appliquer en fait une stratégie qui correspond à ton profil, au temps que tu peux passer, etc. Et moi, ça me convient très bien d'aller en rare champion, rare contender et d'avoir quelques bons joueurs, parce que j'ai fait un peu ce que tu as aussi un peu l'intention de faire, c'est-à-dire que quand j'ai liquidé pas mal de cartes limited et rares, avec ça, j'ai pu m'acheter Yanis juste avant le début de la Game Week, cette Game Week C en rare, Ouais, et j'étais content parce que j'avais pas de GOAT, j'avais des demi-GOAT comme Sabonis, Randle, mais j'avais pas Davis, mais qui est blessé, j'ai LeBron James aussi, au début, j'ai pris des joueurs, honnêtement, rapport qualité-prix, je trouvais ça bien, et puis finalement, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que si t'as pas un GOAT en rare champion, ça reste quand même très compliqué pour taper des belles places. C'est quasiment impossible. J'ai regardé, c'est à part là quand Mitchell a tapé son 100, c'est ça, quand Donovan Mitchell a fait son 100. Et si t'as la chance d'avoir 3 ou 4 joueurs qui vont taper les 70 dans la même game week, tu regardes même les top 10, top 15, c'est quasiment impossible de devoir performer. Et ça me frustre un peu quand même. Parce que j'ai réussi à le faire en limited sans GOAT, mais pour moi, c'est une anomalie, quoi. J'ai eu de la chance. Ouais, c'est un alignement de planète, quoi. Ouais. Alignement de planète, même si bien sûr, il y a une part, j'aurais pu faire un top 40, il n'y a pas de souci, mais de là, aller faire 4e, tu vois, avec Paul George, Sabonis, Jamal Murray, fallait quand même s'accrocher, et c'était vraiment la soirée idéale, quoi. C'était bienvenue en NBA, Florian, et tiens, amuse-toi, quoi. Chouette, est-ce que tu voulais rajouter encore, parce qu'on est vraiment parti un peu dans tous les sens. Moi, j'ai encore une petite question. Qu'est-ce que tu penses des stratégies à certains managers qui alignent 2 voire 3 GOAT, un joueur pas mal, bien coté, et un 5e qui est soit à 0, soit à 1 ou 2? Je suis pas fan, parce que celui qui va faire 0 et qui va faire 4, parce qu'en général, c'est des joueurs qui vont sortir du banc entre 0 et 4 minutes. Pas forcément fan. Cette semaine, je l'ai fait pourtant sur la contender, mais c'était plus parce que Boston avait 3 matchs. Tu vois, j'ai acheté un peu en FOMO. Pritchard. Ouais, Pritchard. Et il y a eu Paul Reed aussi a été intéressant, qui avait 4. Ouais, Paul Reed. Philadelphie. Sans Embiid, c'était un peu cadeau. Et au final, tu vois, Pritchard hier, il fait 10 ou 12, je crois, si je me rappelle bien, sur mon équipe. Du coup, c'est oui et non, quoi. Et si t'as les 4 à côté qui sont super forts, là, je suis 100e, je crois, en contender avec Pritchard, mais ceux qui sont devant, ils l'ont pas, quoi. J'ai regardé ce matin, les premiers, ils ont pas de Peyton Pritchard, par exemple. Donc, je suis pas un fan d'aligner 4 et de prendre un 0. Par contre, oui, d'aller prendre un 7 ou un 8, ça, forcément, oui, 7, 8, 9, là, il y a des values énormes à prendre, quoi. Comme tu disais, Paul Reed, ça devait être 7, je crois. 7 ou 8. Au début, il était à 4. Et puis maintenant, après, je sais 4, pas. Mais il y a deux Game Week, il était à 4 parce que j'hésitais à le prendre. Finalement, j'avais pris Harrell qui était à 11 et qui a bien servi. Les deux, de toute façon, c'était entre guillemets, c'était intéressant. Ouais. Mais après, voilà, tu les achètes à un certain prix. Dès que la Game Week est finie, leur prix va baisser, parce qu'ils sont un peu moins intéressants. Et puis, si c'est pour gagner, voilà. Là, divisé par 2 déjà Pritchard, et encore je suis peut-être gentil, je crois que ça va être je vais faire une T3, donc c'est pas nul, mais faut faire attention quand même, quoi. Là je le fais parce que j'ai un peu up ma galerie et que j'ai fait des rewards, donc je m'accorde quelques plaisirs, mais en début de saison, mais jamais j'aurais fait ça, quoi, aller chercher payer 0,4 450 un Pritchard avant la Game Week, ça me semblait inconcevable, et j'étais même, comme quoi il y a que les cons qui changent pas d'avis, j'étais même le premier à avoir halluciné des FOMO sur John Collins et Bol Bol en début de saison, où je me disais, mais les mecs sont complètement malades d'aller payer des prix ahurissants pour des joueurs qui allaient forcément rentrer dans le rang derrière. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait des managers qui avaient les moyens et qui en avaient rien à faire de mettre ce prix-là, et ils ont raison. Même s'il est utile pour 2 Game Week. Ouais, même s'il est utile c'est ça, il est utile pour 2 Game Week, et après tu fais la sieste pendant un mois, quoi, en espérant qu'ils redescendent, qu'ils redeviennent value. Mais au début de la NBA, c'était vraiment hallucinant. Il y a eu des achats que j'étais là, je dis, mais comment? Mais c'est impressionnant, ce joueur-là, il vaut même pas il valait 4, je sais pas, c'était un bol, il valait 3 fois un James Harden. C'était des trucs que je me disais, mais c'est pas possible. Mais au final, il gagnait des rewards avec, donc je peux que t'incliner.
gagner, quoi. Un peu dans le profil de coach Nasser. Au final, c'est des gens qui sont gagnants sur le long terme, hein. C'est eux qui ont raison purement dans l'aspect, on va dire. En fait, c'est comme c'est comme au football aussi. Au football aussi, quand t'as des grosses galeries et tout, voilà, pour certains, prendre un joueur entre guillemets qui dépanne à 0,2, 0,3, c'est comme si d'autres managers prennent un joueur à 0,01 ou 0,001 en limited pour compléter son roster. C'est ça. Mais le foot demande beaucoup moins de temps quand même. Oui. C'est pour ça que je suis plus actif sur le foot, justement, par ce manque de temps. J'étais assez critique au début, super hype et un peu critique par rapport au gameplay NBA, parce que justement je regardais par rapport au temps à passer dessus, que je me dis ça va mettre garder des managers à l'écart, puis finalement je me suis pris au jeu, et c'est vrai que c'est très très gai de pouvoir jouer comme ça. Et donc le gameplay est cool, même si j'ai des petites choses à rajouter sûrement à la fin. Vas-y, parce qu'on arrive tout doucement justement au bout du sujet. Sur la notation, j'ai vraiment un petit coup, je suis vraiment pas content de la notation sur le côté où il y a pas de malus, quoi. Depuis le début, j'en parle sur mes tweets et tout, mais ça me semble inconcevable qu'un joueur qui shoot à 5 sur 6 à 3 points, il ait les mêmes points que quelqu'un qui shoot à 5 sur 15, quoi. C'est l'essence même du sport, à mon sens. Voilà, la performance, mais du coup, tu fais une meilleure performance, tu as des meilleurs pourcentages, ton jeu est plus clinique, mais tu vas, sur Sorare, avoir une note identique à la personne qui va arroser toute la soirée et te marquer que 3 paniers, mais vu qu'il en aura shooté 12, il va avoir le même nombre de points, et ça me chafouine vraiment. J'aimerais bien qu'il y ait un petit malus qui soit ajouté. Alors après, c'est que mon avis personnel. Ça va gêner beaucoup de managers, et ça, j'en ai conscience qu'il y en a plein qui me disent mais le gameplay, il est bien, c'est fun. Tu rates un les cartes vont être redistribuées, quoi. Mais ça serait plus logique, quoi. Ça irait je jouais au J2 comme coach Nasser pendant longtemps, et voilà, t'as un malus, quoi. Tu rates ton shoot. Alors c'est pas énorme, hein. J'ai pu les donner en compte, mais j'ai arrêté depuis un petit moment. Mais voilà, si ton joueur il rate un shoot, c'est normal qu'il soit pénalisé, quoi. Surtout foot, quand il bouffe des shoots, quoi. Mais tu fais une faute en foot, t'as un malus. Le joueur il fait un tacle, tu prends une note négative. Là, le mec arrose et il a pas de note négative. C'est vraiment le problème pour moi du gameplay. Alors après, égoïstement, je pense que ça m'aiderait sur mes scootings, parce qu'il y a des joueurs, forcément, tu vas prendre un Malcolm Brogdon qui est un des seuls joueurs à être dans le club des 50-40, il est propre. 90. Voilà, tu prends des joueurs comme ça, forcément son usage, il va coûter beaucoup plus cher. Tu sais qu'il va pas y avoir de déchets, il y aura moins de malus que les autres. Et à côté, ça me semble tellement logique aussi d'avoir quelque chose qui soit ajouté, ou pareil, un triple-double, un point, un double-double, un point. Je sais pas, un triple-double, c'est pas commun. Ça mériterait un petit 3 points pour le triple-double. Et au pire, tu comptes pas le double-double, quoi. C'est des petites choses sur la notation. Il y a que du négatif finalement sur les turnovers, quoi. T'as que du turnover en négatif, quoi. Mais bon, en positif, t'as tout le reste. Donc ça c'est vraiment je suis assez fermé là-dessus, mais j'aimerais vraiment bien qu'il y ait une petite modification, mais malheureusement, je pense pas que ça arrivera. Comme dans les jeux fantasy ESPN, etc., où tu vois le lancer franc du pourcentage, au lancer franc aussi, quoi. Ton lancer franc, il te rapporte 0,5, il te rapporte pas 1 point, quoi. Enfin, des choses comme ça, où je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire. Après, je trouve vraiment qu'ils ont fait un très beau gameplay. Maintenant, j'attends juste des compétitions supplémentaires pour les gens qui ont des cartes rares, parce qu'en limited, il y en a quand même, faut dire ce qu'il y a. Les gens en limited, ils ont leur petite common vétéran, ils ont des petites choses. Les U23, tout à fait. U23, en rare, il y a pas grand chose, mais c'est quand même des gens qui investissent un peu plus, qui sont en attente aussi. Là, je vois, ça commence un peu à ronchonner sur le Discord, qui amène, du coup, tu vois, des comportements un peu comme les miens, c'est-à-dire de réduire légèrement ton pool, parce que, t'as une utilité de carte qui est beaucoup moins importante, quoi. Et de garder peut-être un peu en wallet pour des achats, comme tu le fais 2 jours avant la Game Week, quoi. C'est ça, avoir un montant qui est alloué un peu, j'appelle ça de l'achat-revente un peu tournant, quoi. Acheter avant les Game Week, revendre. J'essaie de garder une petite somme qui permet de faire, d'acheter des joueurs que tu sens bien à la moindre blessure, des choses comme ça. Mais voilà, c'était pour le petit coup un peu le côté pas content. Je vois. D'autres choses que tu voulais rajouter? Non,
sur la NBA, non, ça va. Après, si peut-être toi t'as des questions, mais non, sinon je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je pense qu'on a, ouais, tout à fait. On a bien sillonné le gameplay. Ouais. Et moi, je te rejoins aussi par rapport au malus, etc. Maintenant, à voir si, parce que comme tu le dis, s'ils changent ça, ça va quand même redistribuer les cartes assez fortement. Tu perds des joueurs. Ouais. Le gars, il va pas accepter. Il va pas accepter que son Terry Rozier fasse 5 shoots ratés d'un seul coup et il va voir sa note baisser, ça va le frustrer. Ah ouais, non, il va frustrer et là, ça sera une frustration, je pense, un peu générale, quel que soit le profil de manager, en limited, rare, super rare, c'est effectivement, ça a un impact. Tu vois, il pourrait le faire sur une compétition un peu spéciale, par exemple, avec une notation différente. Malus pour les shoots ratés, tu vois, ça, c'est quelque chose auquel j'avais pensé. Tu fais la compétition spéciale et tu rajoutes un malus pour le shoot raté, je sais pas, un peu plus de points pour un triple-double, des choses comme ça te ferait un gameplay super intéressant, peut-être qui serait plus focus pour des spécialistes, mais comme un spécialiste football, quoi. Ça demande plus de scouting et plus de recherche, et c'est vrai que tu mets pas forcément beaucoup de rewards, ou tu mets une petite récompense sympa, un petit maillot, des trucs, voilà. Moi je suis friand de ces choses-là quand même, d'aller chercher un petit maillot, une petite place. C'est toujours intéressant, quoi. Je pense que ça va venir. Connaissant Sorare et tout, je pense que ça va pas tarder. Bah écoute, je pense que Florian, on a bien creusé le sujet. On va aborder la dernière partie du podcast avec un question-réponse. Donc ton joueur, parce que t'es quand même fan de foot aussi, enfin surtout ton joueur préféré, pour le coup foot et NBA dans la vie réelle et sur Sorare. Foot, et c'est mon joueur préféré de tous sports confondus, ça sera Marcelo Brozovic, sans hésitation, sans débat, c'est mon idole, c'est mon Et pourquoi ça? C'est le jeu. Parce que déjà je suis un très grand supporter de l'Inter, je vais tous les ans à Milan voir un match dès que je peux. Je l'ai pas fait l'année dernière, mais je l'ai fait les 2 années d'avant, depuis 98, donc depuis mes 8 ans, c'est à l'époque de Ronaldo. Mais attention, on parle pas de Cristiano Ronaldo, on parle du vrai Ronaldo, R9. J'ai supporté l'Inter, j'étais fan. Du coup, quand je suis fan de quelque chose, en général, je le reste à vie. Et du coup, Brozovic, c'est un des joueurs les plus anciens actuellement. Et puis, c'est vraiment le type de joueur que j'affectionne dans le foot. C'est un QI foot intéressant, essayer de jouer propre, toujours dans les pieds, des déplacements intelligents, capable de faire une passe avant. Il sait où il va mettre la balle avant de la recevoir. Après, c'est sûrement pas le meilleur joueur du monde, ça c'est sûr, mais il me procure quelque chose. Et puis dès que j'allais au stade aussi, c'était quand même quelque chose, c'était vraiment intéressant. Donc ce sera c'est sans conteste le joueur que je regarde le plus tous les ans. Il est au four et au moulin, hein, il court. Et puis c'est un marathonien. Il a une certaine mentalité. Ouais, et il a une sacrée mentalité de gagner. Ouais, et puis j'aime aussi le joueur. Ouais. Et puis après, moi, je pense que t'es un peu pareil. T'aimes bien quand le joueur il reste dans le club. Tu vois, ça se perd dans le foot, les Maldini, les joueurs comme ça. Maldini, fidélité au club. Milan, j'aime pas trop Milan, mais c'est vrai, faut avouer, la fidélité au club, j'aime bien. Il a prolongé son contrat, il avait des offres de Liverpool. Moi, ça me plaît. Donc, ça sera Brozovic en foot. En basket, il y en aurait plutôt 2. Il y a l'ancienne école, Kevin Durant. Ça, c'est le premier joueur qui m'a fasciné en NBA depuis que je la suis. Le seul joueur que j'ai vu capable de shooter avec des pourcentages aussi hallucinants alors qu'il va jamais près du cercle, ou très peu. Pour moi, c'est un ovni, c'est peut-être le meilleur attaquant de l'histoire de ce sport, au moins top 2. Derrière, Embiid, quoi. Embiid, ça c'est une petite histoire d'amour aussi. J'ai commencé à le suivre avant qu'il fasse ses premiers pas. Je lisais pas mal de trucs. Il est arrivé en NBA. Je me suis dit, il va tout casser. Au final, il a été vachement embêté pendant les 2 premières années par des blessures qui l'ont vraiment freiné. Parce que quand on voit son âge et ce qu'il a fait, je pense qu'il pourrait être encore mieux. Donc Embiid actuellement, c'est vraiment depuis longtemps, c'est mon petit coup de cœur. Mais Kevin Durant, Embiid, c'est dur de choisir, quoi. C'est vraiment les 2 joueurs. Je pense quand même que Durant a plus marqué mon aventure basket, on va dire, depuis 20 ans, mais Embiid, à l'heure d'aujourd'hui, je suis fan et je suis juste déçu qu'il se blesse un peu trop régulièrement, mais sans conteste dans le top 5 NBA, largement, quand il est en forme. Personne peut l'arrêter dans la raquette. Ah non, il est injouable. Il est vraiment en pleine possession de ses moyens, il est injouable. Ouais. Après, voilà,
il restera quand même en dessous de Jokic quand même, faut être objectif parce que le Serbe, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Il est facile en plus, hein. Il a pas le physique d'Embiid en plus, donc c'est. Non, il va aller chercher son troisième petit MVP là. Franchement, je vois pas comment il peut. Il y a que Doncic. Tu vois pas Doncic. Moi, c'est mon joueur préféré aujourd'hui, c'est Doncic. Je kiffe ce joueur déjà où il joue au Real de Madrid, mais il est hors norme. Il est vraiment hors norme. Ouais, il est hors norme. Je pense que ce sera. Je me disais ce matin avant qu'on tourne le podcast, je me disais Doncic. Je sais pas pourquoi j'en suis arrivé là, mais je pense que ce sera jusqu'où il va aller quoi. J'espère vraiment qu'il va avoir des bagues parce que s'il a des bagues, à mon avis, à la fin de sa carrière, je sais pas où il sera placé, mais il sera pas loin d'être dans les plus grands de ce sport. Hein. Avec ce qu'il fait actuellement, c'est exceptionnel parce que faut voir son équipe à côté. Hein. Pas critiquer Dallas, le pauvre. C'est pas l'équipe du siècle, quoi. Tu dois jouer avec loin de là, il a même pas de lieutenant. Non. Il a pas de lieutenant parce que quand tu vois, c'est vraiment moyen quoi. Wood, Wood il est fort contre les forts, faible contre. L'inverse, il est faible contre les forts et fort contre les faibles. Tim Hardaway, c'est le joueur typique à grosse variance et puis Dinwiddie c'est quand même moyen. Quand tu veux chercher à savoir qui est le MVP, tu te dis qu'est-ce que ferait Doncic à Boston et qu'est-ce que ferait Tatum en allant à Dallas. Pour moi, la question, je te donne même pas la réponse. À mon avis, tu mets Tatum à Dallas, tu vois tout de suite qui est Doncic, quoi. Et tu mets Doncic à Boston, ils sont champions. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Ouais. Même si j'adore aussi, même si j'adore aussi Tatum. Moi, dans les jeunes, c'est j'adore, mais souvent je fais ce jeu-là, tu vois, pour chercher à savoir quand on débat MVP. Mais ce joueur-là à la place de l'autre, intervertit les rôles de chacun, et c'est là que tu t'arrives à te dire en fait lui il est vraiment fort, parce que je l'imaginerais pas faire ça. Jamais je vois Tatum faire ce que je pense qu'il ferait jamais. Ce que Doncic il est trop. Tatum il est très complet, mais Doncic il est, pour moi il est hors catégorie. Il est injouable. Exactement. On est d'accord là-dessus. C'est le Messi. Et je pense que s'il est dans une équipe honnêtement où il a un vrai lieutenant et 2-3 bons joueurs, je pense qu'effectivement les bagues il va les enfiler parce qu'il est. Moi, si LeBron a eu des bagues, je pense que Doncic peut en avoir avec une bonne équipe. Ouais, je te rejoins 100%. C'est même presque indécent des fois de regarder Doncic. Ouais. Comme c'était un peu indécent parfois à voir Stephen Curry planté dans tous les sens, mais Doncic, il a encore une palette. Et pourtant, il était critiqué avant de. Il a pas été pris premier pick à cause de ça aussi, parce que les Américains, ils sont très focalisés sur la vitesse, le physique, et c'est vrai qu'il a le physique très grand, mais on le considérait comme lent. Et honnêtement, il est pas plus rapide aujourd'hui, mais il est malin, il est tellement futé et filou, et on voit qu'il kiffe le game aussi, parce que il joke. Il y a un match qui m'a frappé dernièrement, c'était contre où il se chamaillait pendant tout le match avec Beverly. L'arbitre. Avec Beverly contre les Lakers. Avec Beverly, et je trouvais et il a sorti un match juste le match de Noël, et il a sorti juste un match incroyable. Il s'est pas laissé décontenancer, il rigolait avec lui. Enfin, j'adore. Tu vois vraiment que c'est un joueur dans le vrai sens du terme. Le point négatif, tu vois, c'est avec les arbitres des fois. Il chiale beaucoup. Des fois j'ai envie. Mais il est encore jeune. C'est le meilleur joueur du monde. Qu'est-ce que t'as besoin quand tu perds ton influx, tu perds peut-être 2 rebonds, 3 passes, et juste parce que il va s'énerver. Mais tu vois justement sa passion du jeu là-dedans. Mais c'est vrai qu'il va peut-être se calmer ou pas par rapport aux arbitres, mais il est juste incroyable. Alors, ton plus beau résultat. Bon, la réponse, elle est trouvée ou pas? C'est Morant, je vais pas le cacher quand même. C'est la dernière, c'est cette semaine, la victoire en contender. Rare. Morant très content de la reward, franchement excellent. Après, j'espérais vraiment secrètement avoir Embiid, que je me disais que c'était largement possible, étant dans le top 4e ou 5e joueur, on va dire, du pool. Et ayant gagné, j'avais vraiment espéré l'avoir. Ça aurait été vraiment exceptionnel. Maintenant, excellent de reward. Je vais pas du tout me plaindre. C'est un demi ETH. Pour moi, c'est énorme. Et en foot, c'était Mukhtar que j'avais eu en deuxième de la Underdog qu'ils avaient créé. Underdog moins de 40, si je te dis pas de bêtises. Underdog 40. Ouais, ça c'est mes deux plus belles. Une très belle carte. Très bien.
Alors l'inverse, ton plus gros coup de poids, si t'en as déjà eu, à part tes erreurs au début. Mais bon. Mon plus gros coup de poids, c'était cet été. C'était une petite anecdote marrante. J'ai été avec mon frère et ma copine, du coup, à Locronan, dans le Finistère, là, dans un petit village sympa. Et on allait manger au restaurant et j'étais vraiment très très bien placé en spécialiste. Et il me restait un joueur que j'aime beaucoup dans ma galerie qui joue au Brésil, Vanderson. Et franchement, s'il faisait rien qu'un 60, je pense que j'allais chercher une très belle carte rare. Je faisais, je pense, un top 10, top 15 facilement. Et au final, du coup, je me préparais. Mais tu sais, genre, j'avais envie d'aller au restaurant, mais à côté, vas-y, purée, j'avais mon téléphone dans la poche gauche. J'arrivais pas à me dire que j'allais performer. Et j'arrive au restaurant et là, je dois être sur Twitter qu'il est DNP, quoi. Donc du coup, grosse frustration. Là, c'est descendre. T'avais plus envie de manger, quoi. J'ai mangé, mais j'ai mangé froid, quoi. Non, ça avait pas de goût, c'était insipide. Ça, c'était un peu insipide, tu sais, la crêpe, elle passait pas, et puis allez, pas de Dijon, on rentre. Non, c'était ma petite déception, ouais. Après, j'en ai pas eu énormément sur les Game Week, parce que tous les managers en ont, on a tous des DNP. Voilà, en NBA, je me plains pas, et en foot, non, pas d'énormes déceptions à part celle-là, parce que c'est vrai que c'est la spécialiste, quand même. C'est mon petit dada. J'avais construit une sacrée équipe et pour rien au final. Enfin, si j'ai gagné une petite carte, mais je pense que j'aurais pu aller chercher le top 10. Voilà. Alors tes joueurs à suivre. Tes joueurs à suivre. En basket, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aime bien Ty Washington de Houston. Ça, je recommande à suivre. Après, faut être patient. Mais c'est un joueur, je pense, qui va performer. Et sinon, mon rookie préféré cette année et qui sera à mon avis à suivre, c'est Keegan Murray de Sacramento, parce que je regarde beaucoup Sacramento, comme je te disais, avec Sabonis et Fox en galerie. Et j'aime beaucoup Keegan Murray, je trouve qu'il est assez sous-coté, c'est pas Banchero, il est un peu plus vieux, par contre c'est un super joueur, quoi. Capable de shooter à 3 points. Là, je lisais avant-hier qu'il était le premier joueur de l'histoire de la NBA en rookie qui sera à plus de 40% en ayant shooté au moins 5 fois à 3 points dans tous les matchs qu'il a joué, quoi. Donc j'adore les statistiques NBA, mais ça m'a conforté dans l'idée que j'avais que c'était un bon shooter, un bon défenseur, un poil lent peut-être en attaque, mais il a pas mal d'axes de progression. Donc ouais, je donnerais ces deux joueurs-là, Ty Washington et Keegan Murray, que j'aime beaucoup. Ok. Et en foot, c'était quelqu'un? En foot, c'est un joueur de l'Inter qui est parti à Chelsea cet été. Et c'est le gros problème que j'ai avec mon club de cœur, c'est que à l'Inter, ils ont des jeunes, mais ils jouent jamais. Ils les font tous partir. Zaniolo est parti. La liste est longue. Et là, ils ont fait partir un petit joueur qui s'appelle Casadei, donc qui était excellent dans la Primavera. Franchement, je regardais des vidéos et tout. Je me disais, c'est bon, on va tenir notre César Casadei. Voilà, je cherchais son prénom. 20 ans. Et puis, il est parti à Chelsea encore pour 7 millions. Enfin, voilà, c'est quelqu'un, tu vas voir dans un an ou deux, où il va te faire des trucs et puis on va se dire, mais pourquoi on l'a vendu? Donc ça serait lui. Le petit joueur César Casadei, il a pas de carte sur Sorare, je crois, hein. Bon, je pense pas, même vu qu'il n'y a pas la PL. Mais si jamais il avait une carte qui sortait et qu'il y a des gens qui aiment bien les petites pépites, là, qui peuvent peut-être exploser, moi, je leur conseillerais ce joueur-là. C'est mon petit coup de cœur en tant que joueur. Et alors, dernière question concernant Nicolas Julia. Si tu l'avais en face de toi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Déjà, je lui dirais bravo, mec. Franchement, t'as fait un truc qui est super. T'es parti, je vais pas dire de rien, mais t'es parti avec une idée, t'as foncé, tu t'es donné. Et alors d'aujourd'hui, ton projet, il est en plein boom, je pense. Même si, comme je te dis, je suis pas un expert du marché. Je pense quand même que Sorare, c'est en pleine mutation et que ça va dans le bon sens. Déjà, je le féliciterais. Franchement, je lui dirais bravo, chapeau. Et après, je lui dirais juste une deuxième chose. Je lui dirais, bon, c'est bien ce que t'as fait. Et si tu pouvais communiquer un petit peu plus, mon garçon, ce serait bien. Et ça, c'est mon petit problème avec Sorare, c'est qu'on est souvent prévenu à la dernière minute. Il y a pas un calendrier qui est toujours clair, donc ça frustre des managers. Moi, le premier, quand ils ont annoncé la Cap 240, sur le coup, j'étais vraiment frustré parce que j'avais commencé à recruter en rare pour une palier, mais une palier à l'ancienne, on va dire, classique. Donc, j'étais en quête d'un gardien. Et voilà, ça tombe d'un coup. Je sais qu'il faut que ça tombe à un moment, mais pour les gens qui ont préparé des équipes en amont, qui ont une stratégie, tu leur annonces ça. Donc, je lui dirais vraiment essayer d'axer sur la communication, recruter un petit peu.
beaucoup plus anticipative. Ouais, voilà, c'est ça. Pardon, c'est de l'anticipation. Ouais. Prévenez les managers. Je sais pas, faites des petites choses. Dites-leur, voilà, la RAR va même pas le format de la RAR normale va disparaître. Tu disais ça en septembre. Le format RAR va disparaître. Il y aura un nouveau concept. Peut-être que les gens, ils auraient pas été acheter leur gardien rare. Ils auraient dit, attends, je vais patienter, je vais garder mon ETH et je vais attendre qu'ils fassent leurs annonces, quoi. Sauf que ça tombe souvent quand même. Tu te retrouves face au fait accompli, quoi. Et la troisième petite chose, c'est l'interface du jeu que je trouve, pour en avoir parlé avec des gens que j'avais ramenés sur la Global Cup, un peu trop complexe à mon goût. Un petit peu trop complexe. Pour quelqu'un qui connaît pas le jeu et qui se lance sur Sorare, je trouve que il y a moyen de faire mieux, quoi. Mais après, pareil, je suis pas un spécialiste. Ouais, c'est une remarque qui, c'est une remarque qui revient assez régulièrement. Ouais. J'ai un pote qui s'est lancé, tu vois, il me disait, comprenait pas bien, quoi. Il faut aller chercher tout ça. Même là, je vais te dire, par exemple, je vais te donner un exemple. Sur je regarde sur ce qu'ils ont fait là, qui est super là sur la draft pour l'Espagne. Et ben, c'est pas bien indiqué, quoi, que les matchs, par exemple, c'est pris sur plusieurs matchs. T'as des joueurs, tu les choisis avec 400, mais par contre, ben, tu vas dans match, tu cliques match et tu vois que 4 matchs et 4 matchs à venir. C'est pas assez clair, quoi. Pour quelqu'un qui a pas Twitter, par exemple, qui suit pas assez l'actualité Sorare, qui voit la compétition, il arrive, il se plante. Il prend que des joueurs pour la journée qui arrive, il draft tous les joueurs qui jouent, et puis la journée prochaine, il a des équipes minables, quoi. Donc c'est juste des petites choses comme ça, un peu plus de visibilité, un peu plus clair, communication, mais sinon, franchement, rien à dire, le jeu est extra. Puis j'aime pas me plaindre en plus, je trouve ça évolue sans cesse, donc qu'est-ce que tu vas aller leur reprocher, leur dire, voilà, c'est bon, ça c'est pas bien. Non, mais il y a toujours moyen, c'est le rôle aussi de la communauté, c'est les pousser justement à s'améliorer, et ils sont assez à l'écoute. On demande juste qu'ils soient plus réactifs et ils le sont. Mais surtout anticiper. Surtout anticiper. Ouais, non, mais ça c'est Twitter, j'ai du mal, tu vois. Voilà, mais Twitter, je crois que c'est spécifique aussi à Twitter d'avoir un peu le mur d'alimentation. J'ai pas eu ça, j'ai eu le joueur lent, reward, mais il valait tant, la valorisation, ceci, mais voilà, ça reste un jeu. Ça reste un jeu. Si tu vas dans Sorare pour réussir ta vie, je pense que t'as pas fait le bon calcul. Enfin, pour moi, c'est pas comme ça que je le vois. Prends du plaisir, joue, sois patient. Même avec un petit budget, tu peux t'amuser sur Sorare. Même sans budget, ils ont mis des compétitions gratuites. Tu peux arriver, jouer avec des cartes blanches, mettre une petite carte jaune. Tu mets 40 € une fois de temps en temps. Tu te dis, tiens, j'ai un petit bonus là, 40 €. Tu te fais une petite limited. Tu joues en académie, tu vibres. Je sais pas, et puis là, ils ont relancé, en foot, là, le style, sur le même modèle que la Global Cup pour la Liga Santander. Bah voilà, c'est encore des choses qui permettent de prendre du fun au niveau et gratuitement. Donc c'est chouette. Gratuitement, et puis tu peux gagner du très lourd. C'est ça que je disais à des gens hier. Tout à fait. Et je ne néglige pas cette compétition-là où tu vas aller chercher si tu finis 5e ou entre premier et 5e, tu vas avoir une carte c'est une somme, quoi. Dans le monde d'aujourd'hui, t'es bien content d'avoir cette somme-là, de gagner cette petite carte jeu, quoi. Pour les petits managers, je trouve que c'est excellent, et pour les nouveaux joueurs, encore plus. Ok. Voilà. Bah écoute, Florian, on a fait le tour, je pense, de tout. J'ai regardé sur le fil Twitter les questions, quasiment toutes les questions ont été abordées. Il y en avait peut-être encore une justement de ton compère que je connais bien, Witt de Pique, qui te dit, je te demande d'où vient cet amour pour les gifs, parce que c'est vrai, quand tu fais un tweet de préparation avant le début de la Game Week, chaque fois il y a des chouettes gifs que tu choisis bien, donc je présume que t'aimes bien imager. Ouais, j'aime bien, c'est donner une image sur un ressenti sans avoir à faire, tu vois, ce que tu peux écrire en 20 mots, tu le mets sur une image, quoi. Je trouve que c'est sympa, puis c'est marrant, c'est fun, et puis surtout que moi je rigole vraiment pour beaucoup de choses, je suis assez bon public, donc ça fait partie un peu de ma personnalité. Si tu veux, c'est marrant, c'est cool, quoi. Non, et puis en plus lui il en est peu décontracté. Donc c'est bien. Je vais te poser une toute dernière question. Est-ce que tu as l'intention de lancer une chaîne Twitch bientôt ou non? Tu dis avec le Discord et tes tweets. Comme ça? Vous allez pas me lâcher avec ça tous. Hein. Non, franchement, j'aimerais bien, mais après en ce moment ça me prend pas mal de temps. C'est vrai que ça pourrait être une bonne idée. Franchement, je pense que je vais le faire, mais je sais pas encore je me suis pas encore lancé. Ça va venir. Je pense que ça va venir. Fin de mois, début février, il faut que je pense au concept, que je réfléchisse un peu, mais il y a beaucoup de demandes, donc je pense que je vais le faire, ouais. Essayer de m'amuser un peu avec la communauté de basket. Je cherche juste un peu à me démarquer dans le sens où j'aime pas
ça reste un avis, hein. Je juge pas les gens qui font ça. J'aime pas, tu sais, les Twitch où la personne prend son rare data, regarde les notes, hop, il a un écart type, on le prend. Ça me plaît pas énormément. Je trouve que c'est pas toujours constructif. Tout le monde peut le faire un peu chez soi, mais je vais essayer d'axer plus sur le qualitatif, dans le sens faire des focus sur les équipes. Il y a des gens qui sont intéressés pour encore apprendre sur la NBA, ben je sais pas, un Twitch le lundi on prépare les games les GW, et puis par exemple le jeudi un spécial Minnesota, tu vois, et puis tu reprends un peu l'histoire de la franchise, tu parles des joueurs actuels, du roster, des perspectives d'avenir. Elle est plus large que uniquement de l'analyse data, quoi. Parce que si c'est que pour faire du scouting, je me plais assez à faire mon petit Twitter chaque semaine, mes 2 Twitter, et je me dis c'est pas forcément ça que j'ai envie de retranscrire. Et comme je t'avais contacté une fois aussi il y a un petit moment, j'aimerais bien, tu vois, recevoir des gens, faire venir des gens du Discord, des gens qui sont intéressés, et sous un format pas comme Média Sorare, mais un peu différent peut-être, tu vois, que chacun vienne partager aussi un peu son expérience, mais plus basket, et puis sur le SO5, des petites choses comme ça. Donc je réfléchis. De toute façon, plus il y a de créateurs de contenu, écoute, mieux c'est pour la communauté. Ouais, voilà. Après, c'est important d'essayer de faire quelque chose de différent. C'est pas pour aller empiéter, tu vois. Il y a plein de gens qui font des très bonnes choses sur Twitch, et ça m'intéresse pas de lancer une chaîne Twitch si c'est pour faire la même chose, tout simplement. Je comprends. Dans ces cas-là, j'ai envie de dire, faites votre truc, les gars. Je vais pas venir, prenez vos subs, et moi, c'est pas mon but de venir là-dessus. Donc, je cherche un peu le format, mais oui, vu que tout le monde pousse un peu pour que je fasse ça, je vais me lancer, je vais répondre aux attentes un peu. Ah bah écoute, ça sera le mode de... Oui, j'ai entendu, mais Ben Code aussi l'était, et puis finalement, il s'est quand même lancé, et ça fonctionne super bien, donc je suis certain que tu pourrais arriver avec ta passion et tes connaissances, et je pense que ça sera vraiment une plus-value. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, Florian. Ça sera ton mot de la fin. Merci beaucoup pour ce moment. Et surtout merci à toi. Merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Si j'ai pu apporter rien qu'un petit truc à la communauté, ça me fera plaisir. Puis merci Mehdi, et bonne continuation pour ton podcast. Merci à toi aussi, et à très bientôt sur d'autres supports. Il n'y a pas de souci. Salut. Encore merci à Florian et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous remercie de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast. Ça nous donne un sacré coup de pouce. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasorare.com. Média Sorare, le premier podcast francophone dédié à Sorare.